Bonsoir et bienvenue dans les aventuriers de l'étrange. Ce soir, nous allons aborder une fois de plus le dossier douloureux de l'escroquerie à la voyance. Serge Maître, notre juriste à Sud Radio, que vous retrouvez tous les jours de la semaine à côté de Yann Fernandez en début d'après-midi, sera à nos côtés pour nous donner quelques conseils. Et après ce dossier, vous le savez, vos témoignages nous intéressent. Si vous avez vécu quelque chose dont vous pensez que c'est de l'ordre du paranormal, n'hésitez pas, vous nous appelez à notre standard. Morad est là pour recueillir vos appels au 0826 300 300, 0826 300 300 pour les SMS. Vous tapez Sud, vous laissez un espace, vous envoyez votre commentaire, votre réaction, votre question au 71 200 et ça arrive juste sur l'écran qui est à mes côtés. Je me ferai un plaisir d'être votre porte-parole. Les aventuriers de l'étrange avec Louis Bénédy sur Sud Radio. Commençons tout de suite donc ce dossier avec mon invité Serge Maître. Bonsoir. Bonsoir à vous. Merci de changer un petit peu d'heure et de passer dans une heure aussi tardive. Et oui, parce que d'habitude on se retrouve sur Sud Radio de midi à 14h. Exact. Et c'est vrai que l'on répond à beaucoup de questions. Alors, Serge Maître, je vous remercie d'être avec nous. Vous le savez, beaucoup de personnes se font arnaquer par des pseudo-voyantes ou voyants, pour ne pas dire des gourous qui parlent d'envoûtement, de retour d'affection, etc. Alors, première question, est-ce qu'il existe vraiment des textes de loi pour défendre ces victimes ? Eh bien, les victimes, on peut être victime, je dirais, à 2 degrés. On ne peut être victime parce qu'on abuse de la faiblesse. Parce qu'il y a des personnes qui vont très bien et qui s'adressent aux voyants, oui. Ça ne sera pas le cas, là, je ne pourrais pas parler de faiblesse. Mais en revanche, lorsque l'on est mal en point, que ce soit physiquement, mentalement, moralement, dans sa vie personnelle, je penserai à la sentimentalité, eh bien là, il est vrai qu'on peut parler parfois d'abus de faiblesse. Ce n'est pas facile à caractériser, mais ça existe. Et comme c'est un délit, c'est-à-dire un délit, c'est pénal, ça relève pratiquement de sanctions pénales et donc de la compétence du procureur de la République. Donc on va tout de suite, vous voyez, première démarche, premier guide, c'est via le procureur de la République lorsqu'on est vraiment dans un état caractérisé, on va dire, d'abus de faiblesse. Ouais. Très Mais il n'y a pas que ça, hélas. Oui, non, ça j'imagine. Par exemple, quelqu'un va voir un voyant qui lui soutire, je ne sais pas moi, quelques centaines d'euros. Est-ce que par voie de justice, il a la possibilité de retrouver son argent ou bon, côté argent, il faut vraiment qu'il fasse une croix dessus? Oui, alors il y a plusieurs hypothèses là. En dehors de l'abus de faiblesse, donc on vient d'évoquer, qui est vraiment un délit. Il y a ceux qui payent et qui après coup se disent non d'une pipe, il s'est moqué de moi. Pourquoi ? Par exemple, on se rend compte que ce supposé voyant applique tout le temps la même méthode. Encore, on est tous avec des méthodes, mais avec le même discours. Et finalement, ce qui m'a servi, quand je lui ai envoyé ma copine pour aller le rencontrer, il lui a servi la même sauce, la même musique. Là, on se dit, attends, t'es pas plus voyant, t'es en fait en train de nous abuser. C'est vrai que là, on pourrait dire que pas loin d'être disons, non point un abus de faiblesse, puisqu'on est des gens bien portants dans l'hypothèse dont on parle, mais ça ressemblerait à, les gros mots, l'escroquerie ou l'abus de confiance. Donc là aussi, il y a un petit coup d'œil vers le procureur de la République. Là, on est vraiment dans le cas peut-être extrême, et c'est heureux, parce qu'on parle que des voyants qui dérapent, là, c'est faux. Mais disons, on a quelque chose, on a une direction assez grave à l'égard de ces vils faquins, comme j'aime le dire. Maintenant, il y a aussi l'hypothèse où on se dit, attends, ils m'ont tiré des cartes, ils m'ont fait de la voyance dans la boule ou ailleurs, ou par quelque méthode que ce soit, et finalement j'ai payé quand même, parce qu'on paye souvent avant. Ils sont pas fous en face. Donc là, alors, si on veut, on peut sortir une autre arme. L'autre arme juridique, entendons-nous quand même, c'est de lui dire, attendez, moi, c'est pas une véritable prestation ce qu'il me fait. Et puis, c'est de toute façon pas un prix cohérent. Parce que j'ai vu en astrologie, attendez, le prix du marché n'est pas celui que vous m'avez fait payer. Voilà. Et donc, dans ce cas-là, on pourrait se retrouver devant une contestation civile, d'aller devant un petit juge civil. Généralement, ça reste dans ce périmètre, le tribunal d'instance, avec le juge d'instance ou le juge de proximité, pour dire,
vous m'avez peut-être pas abusé, parce qu'on n'est pas nécessairement dans l'abus, mais vous avez abusé de la situation, vous m'avez demandé beaucoup plus que ce que vous m'avez offert et servi, c'est l'article 1131 du Code civil. Ouais. Et est-ce que ça a des chances d'aboutir? Est-ce que les gens qui font cette démarche, parce qu'il faut oser le faire aussi également. Oui, en fait, c'est très complexe, les rapports qu'on a. On a parlé de voyance, mais c'est au sens le plus large. Oui, bien sûr, je pense c'est tous ceux qui peuvent nous dire des certitudes sur notre passé et des approximations sur notre avenir. On y croit. Donc il y a un rapport non seulement de confiance, mais il y a une sorte de fluide, c'est évident, au moins qui vient de nous, victimes, vers ces supposés spécialistes, parce qu'on parle des mauvais là. Bien sûr, tout à fait. Alors là, disons que vous avez des catégories de vrais coquins. Alors ceux-là, vous n'arriverez jamais à les persuader de vous rendre de l'argent. Les autres, et c'est leur majorité, on peut dire à 90-95% d'après l'expérience qu'on en a au travers des associations de consommateurs, notamment au travers du quotidien, c'est de se dire que si on leur dit, attendez, si vous continuez comme ça, si vous ne me rendez pas mon argent, je vais écrire à monsieur le procureur de la République, je vais porter plainte au commissariat local, mais c'est surtout le procureur de la République, vous savez. Celui qui abuse, il sait très bien ce qu'il fait. Donc, à moins que ça soit un vrai et qu'il ait rien compris à la vie, si vous tombez quand même sur des gens qui savent éventuellement qu'ils sont en train d'abuser. Donc, il va essayer de continuer son histoire et il préférera vous rembourser, tout ou partie, pour ne plus entendre parler de vous, quitte à vous injurier, etc. Mais vous retrouverez vos sous. Et c'est la menace, le chantage, je dirais, stimuler, le persuader grâce à cette référence au procureur de la République. Serge Maître, je vous propose d'écouter le témoignage d'un auditeur qui dure juste 1 minute et quelques, qui nous a laissé sur notre répondeur des aventuriers de l'étrange, et ensuite vous nous direz ce que vous en pensez. Et là, manifestement, il y a eu escroquerie, mais vraiment, pour reprendre votre terme, il a eu affaire à un vil faquin. Écoutez. Oui, bonjour, Thomas de l'Eure-et-Loire, donc dans le 28, à Nogent-le-Rotrou. Voilà, je suis chauffeur routier et en fait, j'étais en déplacement dans le sud cette semaine et j'ai entendu parler de votre émission. Et donc il s'avère que ma fiancée m'a quitté il y a 2 mois et demi et je suis passé par un voyant et comment dirais-je, ce genre de personnes qui promettent les retours de l'être aimé. Donc au premier contact, il me paraissait hyper crédible et pertinent. Et à l'heure d'aujourd'hui, donc moi je lui ai versé 400 € pour le retour de l'être aimé. Et donc plus ça va et plus il me rassure en me disant qu'on est sur la bonne voie, qu'il est très confiant, etc. Bon, simplement concrètement, j'ai aucune preuve. Et là, je l'ai encore eu au téléphone et il me demandait un truc nouveau, à savoir d'acheter des pierres, des cristaux, je sais plus trop quoi exactement. Et plus ça va et plus j'ai envie de croire au retour de ma fiancée, bien évidemment, mais plus je me pose des questions sur l'honnêteté de la personne et est-ce que réellement c'est des procédés qui ont déjà fait leur preuve, quoi. Et j'ai peur de tomber dans un système d'arnaque et je voudrais avoir 2-3 conseils et savoir au final si oui, ce genre de procédé est efficace ou pas, quoi. Voilà. Et puis je compte sur votre aide et puis sur vous pour m'éclairer là-dessus, quoi. Voilà, je vous souhaite une bonne journée et j'espère à bientôt. Au revoir. Voilà donc, Serge Maître, le témoignage de Thomas. Moi, ce que je peux lui dire en tant que spécialiste concernant le paranormal, tout ce qui est travail de retour d'affection, c'est de l'arnaque, évidemment. Ça ne fonctionne pas. Alors, que peut-il faire? Voilà, disons que c'est le monde de l'étrange, vous avez dit. Il y a le fluide, il y a ce rapport entre au moins notre ami Thomas, je dis pas dans l'autre sens, mais au moins entre Thomas et celui en qui il avait confiance. C'est complexe, c'est sûr que c'est arnaque. Pour moi, juriste, ça pourrait être très simple. Ça consiste à dire, attendez, vous m'avez promis quelque chose qui ne relève d'aucune certitude, vous m'avez promis quelque chose qui relève même pas du paranormal, de l'extraordinaire, de l'extra-normal, je dis, c'est hors de la norme et hors du réel et même du super irréel. Donc concrètement, c'est simple, là maintenant, je pense que vous exagérez, vous me restituez mes 400 €, sinon, il y a 2 hypothèses. La plus simple, c'est que je vous attrai devant le tribunal, le juge de proximité, c'est gratuit, rapide, mais notre ami qui est chauffeur routier n'aura jamais le temps de le faire. Mais c'est surtout de lui dire, attendez, si c'est comme ça, moi c'est simple, je fais une lettre recommandée avec accusé de réception au procureur de la République, car je pense que vous avez totalement vendu de la poudre aux yeux, vous n'auriez aucun début d'exécution à prouver, vous n'avez aucune expérience, pas expérience professionnelle, c'est pas ça, mais expérience objective qui justifie de votre demande. En fait, vous m'avez fait prendre de la poudre aux yeux. Ça s'appelle un dol, ça
s'appelle une tromperie, hein, pour parler. Complètement, oui, tout à fait. Oui. Mais alors dites-moi, il encourt quelles sont les peines qui peuvent tomber sur la tête de cet escroc? Alors, soyons très concrets. Il y a des peines théoriques qui vont jusqu'à 5 ans et des dizaines de milliers d'euros. Ça, je dis, c'est la peine telle que l'on la lit quand on met le nez dans le code pénal. Maintenant, très concrètement, ce qu'il encourt, c'est déjà d'être répertorié, si je puis m'exprimer comme cela. Et si le procureur décide de bouger, ces sujets-là, ils y sont sensibles, hein, parce que concrètement, ce sont des saprophètes. Vous savez, c'est comme le gui sur la branche du chêne. Hein, c'est un parasite, hein. Voilà, ce sont des parasites, ce sont des gens qui profitent aussi de l'aura du paranormal pour s'immiscer et qui viennent à truander, mais à troubler aussi l'eau d'une science qui est vraiment difficile déjà à affirmer, le paranormal. Donc concrètement, ils sont étrangers au paranormal, mais ils en profitent. Et ce qui risque surtout, c'est des poursuites. Que va faire le procureur? Disons, très souvent, au lieu de classer sans suite, il va le poursuivre devant un tribunal correctionnel au vu d'une qualification. Qu'il soit condamné ou pas condamné, cet homme aura compris que le vent du boulet, il passe tout à côté. Et donc, ce qu'on peut espérer, c'est le mettre hors jeu. Et c'est là, ce qui risque, c'est d'être mis hors jeu. Et notre ami Thomas, par exemple, pour sa plainte, les 400 € qu'il a versés, qu'il obtiendra ou pas, c'est pas dit, parce que quand on les fait condamner, après, il faut encore avoir les sous. C'est encore une deuxième histoire. Mais il l'aura mis hors jeu, disons, un parasite qui peut nuire à beaucoup de personnes. Vous avez souvent cité le juge des proximités. Comment est-ce que ça fonctionne, ça, concrètement? Le juge de proximité, il suffit d'aller au tribunal d'instance. Le juge de proximité est compétent pour tous les contentieux de moins de 4 000 € et c'est heureux, le plus souvent c'est moins de 4 000 € dans nos affaires qui nous occupent là présentement. Et là, vous demandez un formulaire de déclaration au greffe. C'est un papier administratif, il y a un cadre à remplir. Je répète, formulaire de déclaration au greffe, parce que c'est très simple, c'est très rapide. Alors la justice, vous êtes convoqué en moyenne 3 semaines plus tard. C'est rapide, Deuxièmement, on se dit, mais la justice, c'est peut-être pas long, mais c'est coûteux. Non, c'est gratuit, totalement gratuit. C'est un juge seul, ce qu'on appelait autrefois le juge de paix, et il est chargé de faire valoir. Alors, le juge de proximité, c'est chaque fois qu'on réclame de l'argent, à l'un de ces maîtres de l'étrange qui ne sont pas si étranges que ça, on voit qu'ils visent le porte-monnaie, et là, il va être convoqué, il risque une condamnation, s'il veut vivre tranquille, il a intérêt de vous régler immédiatement pour arrêter le feu. Maintenant, il y a une autre escroquerie, on a quelques minutes. Bien sûr, oui, allez-y. Ça, elle existe, elle est beaucoup plus fréquente qu'on ne le croit. C'est l'escroquerie à la voyance, mais à distance. On paye par carte bancaire. Oui, bien sûr. Et là, il y en a quand même un peu moins peut-être qu'il y a quelques années, mais ça continue. Il y a des dérapages, et là, il ne faut pas hésiter. Chaque fois qu'on se voit débiter de bien plus de prestations, puisque c'est souvent des prestations à l'impulsion notamment, il ne faut pas hésiter à faire quoi? D'abord à contester les opérations auprès de sa banque, parce qu'on est coincé, mais surtout auprès des pouvoirs publics, c'est-à-dire aller au commissariat de police. Parce que là, vous avez quelqu'un qui est en train d'abuser de tout un système, pas seulement de vous, de la victime, de celui qui est déjà dans un état de dépendance, mais aussi des moyens technologiques qu'on met pour les paiements. Et là, il faut vite agir parce que des gens comme ça, ils travaillent sur grande échelle. Donc là, soyez vigilants. Ne vous dites pas, je vais rien dire, c'est tellement honteux, je me suis déjà cru, oh là là, qu'est-ce que j'ai fait là? Non, croire n'est jamais une faute. Moi, je le dis souvent, être innocent, c'est pas fautif. Celui qui est fautif, c'est le pégreleux en face. Celui qui abuse de notre innocence, de notre croyance, de notre crédulité. Et là, il ne faut pas avoir honte, il n'y a pas de honte, il ne faut pas se dire c'est le pot de fer contre le pot de terre, il faut déjà le mettre hors d'état de nuire et généralement on peut récupérer son argent. C'est vrai parce qu'il y a énormément de gens qui n'osent pas porter plainte parce qu'ils ont peur de passer pour des gens qui ont été crédules à un moment, quoi. Et ils en ont honte. Et puis pour avoir été crédule et pour avoir osé dans le paranormal, le monde de l'étrange, on se dit attendez, comment vous sortez ça? Ça va bien la tête. Et donc d'être mis pratiquement de victime, de passer pour un rigolo, quelqu'un de peu de foi, pas plus que l'auteur de ces manœuvres dont on a été victime. Donc il faut rappeler les choses quand on est victime, quand on vous prend des sous, et c'est bien au-delà du domaine de l'étrange, il faut pas hésiter à le dénoncer et puis à faire valoir ses droits. Alors c'est vrai, on va quand même être concret, on va pas faire de l'angélisme. Disons courir après une cartomancienne ou une dizaine, on va dire de bonne aventure. C'est affreux parce qu'il y en a certains qui doivent sauter en l'air. Disons, des voyants qui sont dans une
roulotte. Bon, celle-là, elle est là depuis des années. Elle aura intérêt à faire taire celui qui n'est pas d'accord avec ses prestations, avec ses services, et donc généralement elle payera, elle remboursera. Elle fera le nécessaire pour surtout ne plus avoir de soucis, parce qu'elle désire continuer. Maintenant, si on est victime de quelqu'un qui vous le fait à la maraude, je veux dire comme ça de passage, et qui disparaît dans la nature, etc. Ceux-là, c'est les plus dangereux, parce que là, on aura beau courir après, en fait, notre argent, on le verra pas. Et souvent, comme les pouvoirs publics mettent pas quand même toute l'artillerie pour les coincer, on n'aura aucune chance de se faire entendre. Bon. Merci en tout cas, merci beaucoup vraiment Serge Maître pour ces précieux conseils et cet avis éclairé. Et puis je rappelle qu'on vous retrouve entre midi et 14h avec Yann Fernandez dès lundi déjà. Et oui, et très très heureux d'avoir pu être utile peut-être à quelques-uns, hélas, qui auraient été victimes. C'est très gentil à vous. Merci. Bonne soirée. Les aventuriers de l'étrange avec Louis Bénédy sur Sud Radio. Si vous-même vous avez été victime d'une escroquerie à la voyance, vous l'avez compris, n'hésitez pas, cette émission est là pour vous rendre service, vous donner quelques pistes précieuses comme l'a fait Serge Maître à l'instant dans Les Aventuriers de l'étrange sur Sud Radio. Vous nous appelez, Morad est au standard au 0826 300 300. Alors avant de boucler de manière temporaire évidemment ce dossier, j'accueille Pierre Massias, bonsoir. Bonsoir Louis. Alors évidemment, tu es d'accord, on reviendra dans d'autres émissions parce que malheureusement, ça n'est pas 2 émissions des Aventuriers de l'étrange consacrées à ce dossier d'escroquerie qui vont faire cesser justement les escroqueries. Oui, les escroqueries sont de multiformes dans tous les domaines, voyance. On parle beaucoup de voyance, mais il y en a aussi du côté des magnétiseurs, quoique beaucoup moins de ce côté-là. Mais c'est dans tous les domaines du paranormal, sous tout thème envisageable, tout créneau envisageable par des gens pas très recommandables. Oui, tout à fait. Alors, Serge Maître a soulevé un problème tout à fait intéressant, c'est la voyance par Internet. Tu sais, sur ces sites qui sont consacrés à la voyance, aux runes ou que sais-je. Là, on est à peu près d'accord, c'est quasi systématiquement, si ce n'est 100%, de la fumisterie et de l'arnaque. Oui, on peut dire quasi à 100%. Le contrôle entre guillemets est impossible. Les gens, on a parlé de l'effet Barnum la semaine dernière. On peut se retrouver face à des gens qui vont donner un discours qui va coller quasiment systématiquement. Ils auront d'autres moyens pour déceler, savoir quoi dire pour satisfaire le correspondant. Enfin, c'est quelque chose de. En plus de ça, il y a l'utilisation de la carte bancaire. Donc derrière, on ne sait pas trop ce qui peut se passer. C'est toujours l'utilisation de la carte bancaire est toujours un risque sur Internet, même s'il y a des protections. Derrière, il faut avoir un minimum confiance de la personne qu'on ne connaît pas, qui est à l'autre bout de l'internet. Oui, tout à fait. Alors, tu as noté pour cette émission quelques points qu'il faut rappeler à ceux et celles qui nous écoutent pour éviter de tomber dans les mailles du filet de quelques personnes mal intentionnées qui se réclament voyants, voyantes ou marabouts ou que sais-je. Oui, alors Serge Maître a évoqué la manière de contrer, enfin c'est une fois que on a été escroqué, comment on peut essayer de récupérer les sommes parfois faramineuses versées. Le juge de proximité a l'air d'être quelque chose tout à fait intéressant. Oui, tout à fait, oui. Bon, on a tendance à quand on s'est fait avoir, on a la grosse colère, on a envie d'aller face à la justice, de mettre la grosse machine en route. Bon, c'est peut-être pas forcément la meilleure chose à faire. Avant, on peut passer par une conciliation qui sera en fait plus profitable à la personne qui se sera fait escroquer. Et qui mettra la pression sur l'escroc, évidemment. Tout à fait. Alors, oui, complètement. Oui. Alors, quelques points donc. Alors oui, il y a cet aspect-là de ce qui se passe après qu'on se soit fait escroquer, mais ce qu'on pourrait espérer, c'est vraiment que les gens ne se fassent plus escroquer. Donc en fait, c'est quand quelqu'un a l'envie d'aller voir un voyant, un praticien quel qu'il soit, un praticien du paranormal quel qu'il soit, il y a peut-être des petites choses à connaître avant de se décider pour telle ou telle personne. Par exemple, on voit souvent dans les publicités des marabouts, des voyants, le terme parapsychologue.
Le terme parapsychologue est très spécifique. Évidemment, il n'est pas déposé, alors n'importe qui peut l'utiliser. Le gros problème. Et les voyants ne s'en privent pas. Ouais. Mais en fait, le terme parapsychologie a été défini en 1899 par Max Dessoir. Il a donné suite à un certain nombre d'autres définitions. Il y a eu des distinguos, des sous-parties, je dirais, de la parapsychologie, mais au final, en France, on se retrouve, et à travers le monde, on se retrouve avec ce terme de parapsychologie, qui est un terme à vocation scientifique, à vocation de recherche scientifique, sans préjugé du praticien. Un praticien quelconque ne peut pas utiliser le terme parapsychologie dans la mesure où il ne fait pas de recherche scientifique, il pratique son art. Bien sûr. Donc, qu'il soit un praticien en qui on peut avoir confiance ou pas, il ne peut pas utiliser ce terme de parapsychologue. D'accord. Donc, à partir du moment où on voit sur une publicité, quelle qu'elle soit, le terme parapsychologue, méfiance, et plus que méfiance, à éviter. À éviter parce que là, il y a escroc. Il y a escroc potentiel et fortement probable. Donc ça, c'est un cas vraiment très et fort. on le voit très souvent sur les annonces parapsychologues. Effectivement, c'est vrai. C'est un terme qui est strictement réservé à la recherche scientifique, aux personnes qui font de la recherche scientifique. Alors, évidemment, on peut se demander qui a le droit dans cette recherche scientifique, qui a le droit d'utiliser le terme parapsychologue. En fait, grosso modo, en France, je dirais que seuls, ou quasiment les seuls, à pouvoir utiliser ce terme-là sont les gens du comité directeur de l'Institut Métapsychique International, l'IMI, qu'on a eu l'occasion de recevoir ici à plusieurs reprises. Bon, il y a bien d'autres personnes, des particuliers qui ne sont pas affiliés à telle ou telle association, mais qui font de la recherche, qui font de la recherche, qui sont reconnus par leur pairs, qu'ils soient français ou américains. Et évidemment, le parapsychologue, je dirais classique de référence, c'est un membre de la Parapsychological Association aux États-Unis, et des gens reconnus par l'association, qui elle fait partie de l'AAS, l'American Association for the Advancement of Science, qui édite la revue Science. Donc il y a aucun souci. Là, on est vraiment dans le domaine de la science. D'accord, très bien. Et hors domaine praticien. Ok. Donc là, il faut être très virulent. Et puis, il y a aussi les praticiens. Et j'ai entendu il y a pas longtemps des gens qui donnent des cours de parapsychologie. En fait, en France, il n'existe pas de cours de parapsychologie. Quelqu'un qui va se prévaloir même d'un titre universitaire et qui va faire des cours d'ésotérisme ou des cours de parapsychologie, il est en défaut de par son titre universitaire qui ne sera pas reconnu en France. Il pratique, il fait un soi-disant cours qui n'a aucune réalité. Aucune valeur. Absolument aucune valeur. Absolument pas reconnu, évidemment. Absolument pas reconnu. D'accord. Alors, il faut savoir qu'actuellement en France, il y a, je dirais, une seule personne qui donne des cours. C'est pas un cursus complet, mais qui donne des cours de parapsychologie. C'est un UV qui est à Lyon, c'est l'UV de Paul-Louis Rabéron, qui est membre du comité directeur de l'IMI. Et il définit ça comme une approche du paranormal. Le titre de l'UV, c'est Sciences, Société et Phénomènes Paranormaux, où il donne des outils à ses étudiants pour approcher le domaine de la parapsychologie. Très bien. Et ce n'est pas un cursus universitaire complet, c'est une UV. Ça correspond à 24 heures de cours. Éventuellement, on peut penser aussi aux zététiciens, avec Henri Brock à Nice, mais c'est de la zététique, c'est pas orienté parapsychologie. Alors, deuxième point qui font qu'il faut qu'on se méfie si on aperçoit ce dont tu vas nous parler sur une annonce. Oui, alors je viens de citer l'IMI. Il y a actuellement en France des gens qui reçoivent une publicité d'une voyante suisse qui prétend faire partie du comité directeur de l'IMI. Donc là, tranquille, oui. Pas de problème, ça roule. Là, ça fait ni une ni deux. Ça ne peut être que de l'escroquerie. Très bien. En aucun cas, un voyant ne peut se réclamer de l'IMI. Il est vrai qu'à l'heure actuelle, certains voyants, certains praticiens collaborent à des activités de l'IMI. Mais ils
ils ne s'en prévaudront pas. Ouais. S'ils se font une publicité quelconque. Bien sûr. En fait, il leur est interdit de s'en prévaloir. Ouais. Et puis, ils ne font pas partie du comité directeur de l'Institut métapsychique international. Tout à fait. Donc non seulement ils ne peuvent pas se prévaloir de faire partie de l'IMI, mais d'autre part, ils ne peuvent pas, même pas le citer dans leur publicité. Oui. Utiliser l'IMI pour se faire de la pub. Voilà. On a quand même, ici. C'est du courrier qui arrive ou par Internet, cette voyante suisse, là, elle fait comment? Par courrier, je crois. Oui, c'est par courrier. C'est un courrier très, très général. Ça doit être tiré à la machine. Ça doit être des milliers de courriers. C'est très classique dans le démarchage à distance. Et puis pour aller poursuivre quelqu'un qui habite en Suisse, bonjour. Ah, alors là, merci. Je remercierai Cédric de m'avoir fait connaître les accords justement entre la Suisse et la France. Il existe alors c'est un accord. Je reprends le texte exact. C'est le Conseil fédéral suisse et le gouvernement de la République française désireux de simplifier dans les relations entre les deux États l'application de la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale, dénommée ci-après la Convention, et de compléter les dispositions de celle-ci qui sont convenues de ce qui suit. Il va falloir reprendre tout ça. Donc, en fait, je vais peut-être pas aller tout citer. En fait, il y a des accords entre la Suisse et la France qui permettent maintenant de pouvoir mener à bout des poursuites judiciaires dans ce cadre-là, de l'escroquerie, en particulier du paranormal. Voilà, donc on n'est plus à l'abri. C'est la première réaction qu'on a quand on dit ça vient de Suisse. Non, on n'est plus à l'abri, même en Suisse. On peut les attaquer. On peut aller les chercher là-bas. Bon. Ensuite, un autre point qui fait que on doit se méfier également. On a évoqué le retour d'affection, ce genre de choses, le gain ou un pouvoir quelconque. Alors là, c'est pas évident à faire comprendre, je dirais, l'inutilité de la démarche. Donc voilà, on sait déjà ce que je vais dire. De mon côté, je m'implique dans la parapsychologie depuis plusieurs dizaines d'années et je n'ai jamais rencontré de cas, de personnes qui aient été satisfaites d'une telle démarche. Donc je me dis... c'est que c'est que là, voilà. Voilà, et pourtant je suis impliqué dans la parapsychologie. On connaît, toutes les personnes impliquées connaissent des voyants, connaissent des magnétiseurs, des rebouteux. Les gens que nous on connaît ne font pas ce genre de pratique. Et qui sont sérieux, non. Donc là, ne le propose même pas et n'y pense même pas. Donc n'y pense même pas. Voilà. Donc c'est vraiment de l'arnaque pure et simple. Voilà, exactement. Il y a aussi l'aspect publicitaire. On voit des publicités quelquefois où un voyant pour se promouvoir essaie de faire jouer l'image d'une célébrité, que ce soit chanteur ou autre, ou footballeur, ou star, ou qui que ce soit acteur, enfin bref, tous les gens célèbres, quoi. Exactement, tous les gens connus, même des journalistes connus, genre, je pense à Léon Zitrone à l'époque, je pense aussi au fameux Zizou. Donc quand on voit, enfin, ça paraît aberrant en fait, parce que un bon voyant n'a pas besoin de se promouvoir d'une star. C'est un bon voyant, il a sa clientèle. Et c'est tout, point. C'est tout, point, oui. Le bouche à oreille, en fait, fait le reste. Largement. À partir du moment où on se présente à côté d'une star, c'est qu'il y a anguille sous roche, je dirais. Sauf cas exceptionnel, bien sûr, où effectivement le voyant connaît la star, mais ce cas-là est clairement identifiable, on le reconnaît facilement, je dirais. Mais si c'est une simple photo sur une publicité, évidemment, là, on peut plus faire confiance. Surtout que c'est assez simple. Enfin, il suffit de croiser quelqu'un de connu dans des lieux où on sait qu'ils sont. Il se prête toujours gentiment, en règle générale, à faire une photo avec la personne. C'est un fan, il veut pas le décevoir. Exactement. Et ensuite, on utilise la photo et puis voilà, quoi. Et le tour est joué. Il est facile de se faire passer pour un fan. Bien sûr. Donc, ok, très bien. Une dernière chose, Pierre. Peut-être la publicité. Donc, on peut revenir sur la publicité dans les journaux ou audiovisuels. A priori, on pourrait se dire, une fois qu'on a éliminé tous ces cas, quelqu'un qui se donne un titre de parapsychologue,
quelqu'un qui prétend faire partie d'une association à image forte, quelqu'un qui prétend à un titre universitaire quelconque, quelqu'un qui vous offre de l'affection ou l'argent. Une fois qu'on élimine tout ça, il reste plus vraiment grand-chose. Si on dit un voyant n'a pas besoin de faire de la publicité dans les journaux, on peut se demander, mais si moi j'ai besoin d'aller voir un voyant ou un magnétiseur, comment je vais faire pour le trouver? Oui, bonne question. Mais là, c'est simple, parce que on a un nombre de clientèle de gens qui fréquentent les magnétiseurs, les rebouteux, les voyants, qui sont satisfaits de leur travail, de ce travail, de cette relation. Ouais. Le bouche à oreille, au niveau de la consultation, peut très très bien marcher. En fait, il faut passer le pas de discuter avec nos amis du fait d'essayer de trouver qu'on veut trouver un voyant pour le consulter. Et là, en règle générale, il y a un nom qui sort parce que parmi nos relations, il y a toujours quelqu'un qui connaît un bon voyant ou un magnétiseur, Voilà, très souvent ce sera ça. Ou à la limite, si on connaît quelques voyants, même des voyants en vue, sans jeu de mots, disons de renommée, on a eu l'occasion ici d'accueillir Maud Christen, par exemple, ou Yolande de Châtelet. Bon, si on demande à des gens comme ça, des voyants en qui on peut faire confiance, une référence, le nom d'un voyant, le nom d'un collègue à consulter, je pense qu'on pourra trouver facilement quelqu'un à consulter en cas de besoin. Merci Pierre en tout cas pour ce tour d'horizon non exhaustif évidemment, mais quand même assez complet de tout ce qu'il faut regarder avant d'aller consulter un praticien du paranormal. On dit praticien au sens large, que ce soit magnétiseur, rebouteux, voyant évidemment. Ou donneur de cours. Ou donneur de cours. Et surtout, éviter tout ce qui est envoûtement, retour d'affection, je vais vous faire gagner de l'argent, etc. Alors ça, c'est poubelle directe. Ça, c'est poubelle directe. Ce sont les premiers à s'enrichir. Cherchez même pas à réfléchir, c'est poubelle. Nous reviendrons évidemment dans le courant de cette saison 2 des Aventuriers de l'étrange sur Sud Radio sur ce douloureux dossier concernant les escroqueries dans le monde du paranormal. Vous l'avez compris, si vous avez un souci avec un voyant, une voyante, un marabout ou que sais-je d'autre, vous pouvez nous contacter et on essaiera de vous mettre en relation avec Serge Maître par exemple qui vous donnera quelques conseils juridiques. Nous pouvons vous donner également quelques conseils juridiques pour vous aider à vous sortir de ce mauvais pas. Ouvrons maintenant le dossier consacré à vos témoignages. Si vous avez vécu quelque chose de l'ordre du paranormal, eh bien vous nous appelez tout de suite au 0826 300 300, 0826 300 300. Nous en discuterons ensemble et nous essaierons de vous apporter quelques éléments de réponse pour vous aider à comprendre ce que vous avez vécu. Marie de Toulouse va venir nous rejoindre dans quelques instants, juste après la pause, et ensuite, eh bien, ce sera à vous au 0826 300 300. À tout de suite. Les Aventuriers de l'étrange. Avec Louis Bénédy sur Sud Radio. Mathieu, le réalisateur de cette émission, m'a signalé la sortie prochaine. C'est vrai que à Toulouse, Bordeaux, on voit les affiches en grand du côté de Montpellier également. C'est un film qui va sortir avec Didier Bourdon mercredi prochain. Ce sera le 6 décembre, qui s'intitule Madame Irma, qui raconte les aventures d'un certain Francis qui a la quarantaine et qui se retrouve au chômage et qui décide finalement, après avoir consulté une voyante, là c'est la révélation, décide de s'installer voyant lui aussi pour se faire de l'argent facilement. Donc inutile de vous dire que il doit avoir des dons de voyance comme moi je sais dire la messe. Et encore peut-être en travaillant un peu je devrais pouvoir arriver à dire la messe, on ne sait jamais. 0826 300 300, nous en reparlerons de ce film, on ira le voir la semaine prochaine et on en reparlera le prochain week-end. Alors 0826 300 300, si vous avez vécu quelque chose de l'ordre du paranormal, vous le savez, vous pouvez nous appeler. Nous sommes ensemble jusqu'à ce soir minuit. 0826 300 300. Marie, elle, nous appelle de Toulouse. Bonsoir Marie. Bonsoir. Comment allez-vous? Très bien. Bon, pas trop le trac, ça va? Non, ça va. Bon, Marie, je suis en compagnie de Pierre Macias. Oui. Et alors, vous nous avez laissé un message sur le répondeur des Aventuriers de l'étrange pour me dire que vous aviez vécu
une série de rêves tout à fait étonnants. Pour ne rien cacher à ceux et celles qui nous écoutent, on en a parlé longuement cet après-midi, au téléphone lorsque je vous ai contacté pour la première fois. Alors, première question, ça remonte à combien d'années cette aventure que vous avez vécue? D'abord, je voudrais préciser, Monsieur Benetti, aux auditeurs que je ne fume pas, que je ne bois pas, que je suis une honorable mère de famille, je pense digne de l'être. Oui, tout à fait. Vous avez raison de préciser ça comme base, comme ça. Oui, voilà. Oui. Et je voudrais, pour peut-être faire avancer le schmilblick, comme je vous l'ai dit, je crois qu'il vaut mieux parler de des rêves étranges que l'on peut faire. Oui. Et ne pas garder ça en soi, parce que ça peut être intéressant et faire avancer la machine, voilà. Tout à fait. Et puis comme ça, les gens comprennent qu'ils ne sont pas les seuls à vivre ce genre de phénomène et qu'ils ne sont pas fous, loin de là. Tout à fait. Donc c'était important de le préciser. Vous avez tout à fait raison, Marie. Alors, cette aventure donc remonte à combien d'années? Ça remonte au 18 mai 1987. Enfin, la semaine du 11 au 18 mai 1987, voilà. Alors, c'est relatif à quelqu'un très cher, très proche de vous. C'était votre grand-père, en l'occurrence, avec qui vous aviez une relation affective très forte. Hein? Oui, c'est ça. Et alors, décrivez-nous d'abord, votre grand-père était âgé quand même à ce moment-là. Oui, il avait près de 90 ans. Bon, il avait une grave maladie. Il était perclus au lit, disons. Et il vivait avec mes parents, ma mère et mon père. Et je lui rendais visite fréquemment puisque je n'étais pas sur place. Et je m'occupais de sa santé, enfin bon. Oui. Et alors, vous avez vécu quelque chose de tout à fait étonnant. Alors, ça a pris la forme de 3 rêves. Oui. Le premier, et tout ça s'est déroulé dans un espace de temps assez court finalement, en dans une semaine. En une semaine. Oui. Alors, le premier rêve qui vous a marqué, parce que ça date de 87. Excusez-moi, il faut préciser que c'est la semaine qui a précédé sa mort. Voilà, j'allais le dire, effectivement. Et alors, c'était en 87, et pourtant, vous vous en souvenez encore clairement, vraiment très clairement. C'est dire que ça n'était pas des rêves comme les autres, comme ceux qu'on fait habituellement, puisque ceux-là sont vraiment restés gravés dans votre mémoire. Le premier rêve, vous l'avez fait quand? Je l'ai fait au début de cette semaine, donc du 11 au 18 mai 1987. Et c'était en début de semaine. J'ai rêvé que j'étais dans la petite maison de mon grand-père, qu'il avait occupée auparavant. Et j'étais dans ma chambre d'adolescente. La fenêtre était grande ouverte et je me suis sentie propulsée dans l'espace. Et j'avais l'impression d'être dans l'univers, dans le cosmos, disons, avec un paysage féerique. Alors je me trouvais dans un ciel très bleu. Il y avait une notion d'immensité. Le ciel était très bleu et très lumineux, une grande lumière. Et je volais ou je déambulais, je ne sais plus, à travers des particules. Ce n'était pas des nuages, mais on aurait dit de la ouate en suspension et qui supportait des myriades de diamants étincelants. Peut-être je peux donner l'exemple les cristaux de givre au soleil. Oui. Mais les cristaux de givre au soleil brillent moins que ceux que je pouvais apercevoir. C'était féerique, c'était magnifique. Est-ce que vous aviez l'impression de suivre une direction précise? Non, je ne savais pas où j'allais et je ne m'en souciais pas. Je me sentais volée ou je ne sais plus, portée. Et puis sur ma droite, je voyais un grand cercle rouge que j'ai assimilé au soleil. Et je ne voyais que la partie supérieure. J'étais à une hauteur, j'étais presque au-dessus. Je le voyais immense, énorme, et je me sentais très haute dans l'univers. Voilà. Est-ce qu'il y avait
une peur, de l'angoisse, quelque chose de cet ordre-là? Pas de peur, pas d'angoisse, mais une sensation de volupté, de bien-être, tranquillité, paix. Et puis, il y avait une certaine pureté dans le paysage. Et je me régalais de ce que je voyais. Oui. Et en même temps, j'entendais un petit bruit d'ondes, mais imperceptible, que j'assimilerais au bruit du silence. Voilà comment je peux le... Oui. Avec les mots que vous avez employés, est-ce qu'on pourrait employer le terme de béatitude quasiment? Peut-être, oui. Oui. Vous avez ressenti dans votre vie de tous les jours comme ça ce genre, cette sérénité, ce bonheur, cette harmonie? Pas à ce point. Pas à ce point, hein? Non. Jamais. Non. Ouais. C'était unique. Oui. Et alors le réveil s'est passé comment? Le retour? Est-ce qu'il y a eu un retour ou... Dès que je me suis réveillée, ce rêve est revenu à mon esprit et j'ai eu l'impression de garder encore une trace, enfin j'ose pas dire des séquelles, mais dans mon corps, de sentir ce que j'avais vécu, c'est-à-dire un certain bien-être qui m'a poursuivi encore dans la journée, et comme si je revenais d'un lieu où je ramenais une sensation, voilà, oui, qui a perduré encore un peu de temps. Oui. Et impossible donc de ne pas me souvenir de ce rêve qui m'a énormément marqué. La preuve, depuis 87, vous vous en rappelez encore avec une clarté précise. Je m'en rappellerai toute ma vie, à moins de perdre la mémoire. J'imagine. Voilà. Marie, vous restez avec nous. Nous allons faire une seconde pause. Et ensuite, on se retrouve pour que vous nous racontiez les 2 autres rêves également très particuliers que vous avez vécus lors de cette semaine. Et c'est à la fin de cette même semaine que votre grand-père est décédé. À tout de suite. Les aventuriers de l'étrange, avec Louis Bénédy sur Sud Radio. 0826 300 300, si comme Marie vous pensez avoir vécu quelque chose de l'ordre du paranormal, vous le savez, vous pouvez nous appeler dans les aventuriers de l'étrange sur Sud Radio pour nous confier votre témoignage et que nous puissions en parler ensemble, évidemment, en compagnie de Pierre Macias qui est avec moi pour essayer de vous apporter quelques éléments de réponse concernant les phénomènes que vous auriez vécus. Marie, revenons à cette aventure tout à fait étrange que vous avez vécue donc dans la semaine du 11 au 18 mai 1987, semaine à la fin de laquelle votre grand-père est décédé, rappelons-le. Donc vous nous avez confié ce premier rêve que vous avez vécu en début de semaine. Il y en a eu 2 autres par la suite, cette même semaine. Alors, en quoi consiste le second que vous avez vécu? Le second rêve, je me trouvais à peu près à une vingtaine de mètres de la petite maison de mon grand-père, toujours. Mais j'étais devant la façade et je voyais donc la façade et en premier plan l'entrée de la maison la porte était grande ouverte et du lieu où je me trouvais, sur la petite place face à la maison, je voyais l'intérieur sombre mais je ne pouvais rien distinguer à l'intérieur. Et ce plan m'apparaissait comme j'avais ce plan devant mes yeux, comme s'il allait se passer, comme au cinéma, s'il allait se passer quelque chose d'extraordinaire. Oui. Hein. Un événement quoi, qui allait être sur le point, qui était sur le point de se produire. Voilà. Et en effet, tout à coup, j'ai vu sortir de l'intérieur de la maison, de cette entrée béante, un être de lumière, grand, athlétique. Alors il est sorti de face, mais je ne me souviens pas de l'avoir vu de face, parce qu'il a bifurqué immédiatement sur sa gauche, donc j'ai pu le voir de profil. J'ai vu que c'était un homme, c'était un être de type masculin, qui était environné de lumière, et les bras collé contre son corps et qui avait l'air de porter quelque chose avec d'infinies précautions et qui marchait lentement. Mais je ne peux pas vous dire ce qu'il portait. Mais cette attitude m'a fait penser à l'attitude des prêtres à la messe lorsqu'ils tiennent le ciboire ou l'hostie. Oui, juste devant, Il y avait quelque chose de religieux, il me semble, dans l'attitude. De solennel, en tous les cas. De solennel.
Oui. Tout à fait. Et vous avez pu voir les vêtements ou c'était uniquement de la lumière? Alors, j'avais l'impression, c'était comme, il était environné, on aurait dit des vêtements, mais je peux pas dire que j'ai vu du tissu. Je voyais une grande lumière éclatante qui l'environnait et ça avait l'air de, ça représentait peut-être des vêtements, ça avait la forme de vêtements, mais j'avais l'impression de voir les muscles des jambes à travers, vous voyez, travers cette lumière, vous voyez. Est-ce que ça aurait pu être votre grand-père? Jeune. Alors là, je vais vous m'étonner un peu parce que je sais pas, mais je crois pas parce que j'avais l'impression que cet être avait les cheveux longs et je n'ai pas connaissance d'avoir vu mon grand-père avec les cheveux longs. Les plus jeunes photos que mon grand-père ait pu me montrer, c'est celle de la guerre de 14, quand il avait 20 ans, quand il est parti à la guerre. Et les cheveux courts, donc forcément à l'armée. Il avait les cheveux courts et puis il n'avait pas cette allure athlétique, il n'avait pas cette corpulence, il me semble, voilà, je ne sais pas. Oui. Alors donc, que s'est-il passé après que cet être de lumière, comme ça, soit parti sur sa gauche? Il a bifurqué sur sa gauche et là, le paysage n'était pas le paysage connu qui se trouve, qui était aux alentours de sa maison, n'est-ce pas? Il y avait comme une fête foraine et comme des manèges pour enfants, beaucoup de bruit. Alors de ce lieu-là me venait une cacophonie, ça me gênait, ça me faisait presque mal aux oreilles. Je trouvais que c'était pas harmonieux. Et puis tout à coup, j'ai vu cet être s'arrêter avec devant deux personnes plus petites que lui. Et ces deux personnes avaient l'air d'être une personne féminine qui tenait par la main un enfant. Mais je voyais tout ça de profil du lieu où j'étais. Je contemplais tout cela de profil. Et j'ai pensé, je ne sais pas pourquoi, peut-être je me trompe, que c'était ma fille qui avait 2 ans et demi à l'époque et moi qui la tenais par la main, qui se trouvait face à ce personnage. Mais encore une fois, je ne me souviens pas de l'avoir vu de face et c'est une hypothèse. Oui, tout à fait. Voilà. Donc ça, c'est le deuxième rêve que vous avez fait, dirons-nous, en milieu de semaine. C'est ça. Et le troisième? Et à la fin de la semaine, j'en ai fait un troisième, donc, et j'ai eu l'impression que c'était le même paysage que le premier rêve, mais il y avait, les sensations étaient moins fortes, et le paysage était toujours, je me trouvais dans l'univers, et je voyais le ciel bleu, je voyais des particules de ouate irisées, enfin qui supportant des brillants, comme dans le premier rêve, mais toutes les couleurs étaient beaucoup plus atténuées. C'était moins éclatant. Et les particules que je voyais déambuler devant mes yeux, que je rencontrais, étaient moins nombreuses. Et puis, sur ma droite, j'ai vu un soleil de nouveau, mais c'était un soleil jaune d'or, qui était vraiment jaune d'or. Je voyais que la partie supérieure, et ça avait l'air d'être le soleil levant. Et j'avais l'impression de revenir d'un lieu, de quelque part. Je ne sais d'où, mais je revenais. Et en contrebas, pour avérer ce que je vous dis, j'avais l'impression de revenir parce que j'ai vu en contrebas la maison de mes parents où se trouvait mon grand-père agonisant. Je revenais, je piquais du nez, je revenais sur cette maison où il était en train d'agoniser. Et la position du soleil était bien la position exacte dans la réalité. Comme pour le premier rêve, lorsque je suis partie, je suis sortie de la fenêtre de ma chambre d'adolescente, c'était une autre maison, la maison de mon grand-père dans laquelle j'avais passé une partie de mon adolescence, et le soleil couchant était bien positionné aussi. Comme dans la réalité. Disons que j'ai eu des repères, les rêves, j'ai trouvé ces rêves-là troublants par les repères tout à fait existants. Et alors, dites-moi,
que s'est-il passé ensuite pour votre grand-père? Quand est-ce qu'il est décédé? Alors, j'ai fait ce dernier rêve à la fin de la semaine. Ça devait être peut-être le vendredi, le samedi, je ne me souviens plus. Et je suis venue donc le dimanche matin en fin de matinée le voir comme tous les dimanches. Et quand je suis arrivée dans la maison où il se trouvait avec mes parents, il était en train de mourir. Donc je l'ai assisté. Je l'ai assisté jusqu'au dernier soupir, mais il était vraiment en train de mourir. Et le médecin m'a dit qu'il m'avait attendu. Oui. Il avait attendu que vous veniez pour s'en aller, finalement. Ouais. Il m'avait attendu pour mourir. Et alors, là où les choses deviennent vraiment, je dirais, c'est une sorte de point final à cette aventure tout à fait étonnante que vous avez vécue, c'est que forcément, quand on vit ce genre de rêves très particuliers qui vous ont marqué, ces 3 rêves que vous nous avez racontés ensuite, qui étaient au début, milieu et fin de semaine, et cette aventure s'est terminée de manière dramatique, évidemment, par le décès de votre grand-père. Vous vous êtes posé des questions, ce qui est normal, sur ce qu'est la mort, sur l'après-vie, évidemment, et vous êtes tombé par hasard, si tant est que le hasard existe, sur un livre. Oui. Alors, est-ce que je peux le citer? Bien sûr, allez-y. Alors, c'est l'après-vie ou les mystères de l'au-delà d'Hélène Renard, théologienne et chroniqueuse au Figaro. J'ai trouvé ce livre, je suis allée à sa recherche, disons, dans une librairie toulousaine, enfin, sans le connaître, je suis allée par hasard voir si je trouvais une explication, un écrit sur la mort, sur l'après-mort, et je suis tombée très rapidement sur ce livre sans vraiment chercher. Et lorsque je l'ai feuilleté et que j'ai commencé à lire, la chose la plus étonnante, le plus grand choc, c'est de trouver dans ce livre la description fidèle des 3 rêves que j'ai faits, comme étant répertoriés dans les rêves des agonisants et des comateux ou des personnes ayant subi un coma et étant revenus à la vie. Oui. J'imagine que ça a dû vous faire un choc quand même, ce genre de découverte. Parce que cette découverte a été, ça s'est fait très facilement. Je n'ai pas cherché, je n'ai pas tourné autour du pot, je suis allée directement. Oui. Ça a été, ce qui m'a le plus choqué, c'est de trouver, j'ai trouvé une réponse partielle, puisque dans ce livre qui n'est pas très épais, Hélène Renard se pose beaucoup de questions, d'autres questions que je me pose encore. Bon, disons que ce livre ne répond pas quand même à toutes les questions que l'on peut se poser dans ces cas-là. Mais enfin, c'est intéressant de voir que sont répertoriés les rêves des agonisants, les rêves des personnes, et de voir que ces rêves ont été relevés, si vous voulez, chez d'autres personnes, complètement différentes. Des personnes qui ne se connaissent pas, qui sont de nationalités différentes, et qui ont raconté les mêmes rêves. Voilà. Marie, une dernière pause et on se retrouve ensemble avec Pierre Massias pour essayer d'apporter peut-être quelques éléments de réponse à ce que vous avez vécu. Déjà, il est étonnant que vous ayez fait ces 3 rêves qui précèdent le décès de votre grand-père, avec qui, je le rappelle, vous aviez vraiment une relation affective très très étroite. À tout de suite. Les aventuriers de l'étrange avec Louis Bénédy sur Sud Radio. Nous sommes en compagnie de Pierre Massias sur Sud Radio et de Marie de Toulouse qui nous a confié cette aventure pour le moins étrange qu'elle a vécue dans cette semaine du mois de mai 1987, du 11 au 18 mai, et cette semaine qui s'est conclue par le départ de son grand-père à qui elle était très attachée. Une question, Marie, avant de laisser la parole à Pierre. Vous saviez évidemment que votre grand-père était très malade et que malheureusement l'heure de la fin était proche, mais vous ne saviez pas quand précisément. Non, mais enfin, je m'attendais à ce je pensais que ça allait être imminent. Oui.
Oui. Quand même. Mais enfin, vous ne saviez pas que ça allait être le dimanche, qui suivait la semaine où vous avez vécu ces 3 rêves. C'est ça que je veux dire, quoi. Non, je pouvais pas, non. Oui. Aucun toubib était venu vous voir à la famille en disant, ben voilà, il n'en a plus que pour 2-3 jours. Non, pas du tout. Voilà. Vous n'aviez pas ce genre d'élément, quoi. Non, pas du tout. Bon, très bien. Je me tourne vers toi, Pierre. Que penses-tu d'abord de ces, pas du contenu de chaque rêve, mais le fait d'avoir fait ces rêves tout à fait étonnants, marquants, dont Marie se souvienne, qui précèdent juste le départ, effectivement, de son grand-père. Ça m'a fait penser à chacune des étapes de cette fin de vie. Oui. En tout cas, c'est très poétique. Oui. Avec une description du départ, une vision du départ. Oui. Avec le symbole qui me paraît fort du soleil couchant. C'est vrai. Il y a la période intermédiaire où un être de lumière va accompagner la personne en train de mourir, qui va l'accompagner sur un nouveau chemin aventureux, oui. Et qui montre d'ailleurs aussi au passage à la famille que leurs parents aient bien accompagné. Et la troisième partie où on a le symbole fort du soleil levant, où on s'ouvre à une nouvelle existence ailleurs. Ouais. Tout ça découpé, enfin en tout cas je trouve ça très très poétique. Maintenant je suis peu familier avec ce genre de témoignage et je n'oserais pas donner d'explication, même pas d'interprétation derrière. Ouais. En tout cas j'imagine que c'est très évocateur pour Marie. Ouais. C'est vrai que ce que vient de dire Pierre, Marie, est tout à fait intéressant. C'est vraiment on peut dire ça comme 3 étapes importantes, clés, je dirais, du départ d'un être humain en règle générale, finalement. Oui. Ce que vous avez vécu, c'est vrai. Ce soleil couchant, cet être de lumière qui vient peut-être chercher ou qui s'en va d'un lieu dans lequel il a vécu, et puis. J'ai eu l'impression qu'il était venu chercher quelque chose. Enfin, je ne sais pas s'il est venu chercher le grand-père, parce qu'il est venu dans la maison. Mm-hmm. Oui, comme s'il venait chercher. Oui, et il est reparti en tenant précieusement contre lui quelque chose. Oui. Voilà, c'était ce quelque chose, c'était peut-être justement cette partie intime de chacun de nous qui s'en va lorsque la machine biologique s'arrête, peut-être. C'est peut-être comme ça qu'on peut aussi l'interpréter de manière, encore une fois, pour utiliser le terme de Pierre, très poétique finalement, et une belle métaphore. Oui. Mais il y a des choses que je n'ai pas vues. J'ai vu de belles choses, mais je n'ai pas tout vu. Oui. Vous voyez ? Oui. C'est-à-dire ? Quand vous me dites qu'il portait quelque chose... Ah oui, vous n'avez pas vu ce dont il s'agissait, oui. Son attitude montrait qu'il montait comme s'il portait quelque chose de précieux. Je vous dis, l'attitude des prêtres qui portent l'hostie ou le ciboire. Voilà, c'était solennel, oui, il y avait quelque chose, mais je n'ai pas vu ce que c'était en réalité. Oui. Vous voyez ? Oui, tout à fait. Et en revanche, c'est vrai que je vous l'ai dit cet après-midi lorsqu'on en a parlé très longuement au téléphone. Alors bon, c'est une interprétation qui n'appartient qu'à moi, évidemment, parce que dans ce genre de domaine où il n'y a pas forcément de télépathie avérée ni de voyance avérée, quoi qu'il y a peut-être un phénomène de voyance, ça, on en parlera tout à l'heure avec Pierre Massias. Je lui laisse le soin d'évoquer ça, mais pour ma part, j'ai l'impression que vous avez réellement, de manière visible et invisible, accompagner votre grand-père dans ce dernier voyage. Vous voyez, c'est la sensation que j'ai eue rapidement, mais sans pouvoir expliquer vraiment. C'est une sensation un peu floue que j'ai eue, oui, la sensation de l'avoir accompagné, mais je ne peux pas vraiment donner de grandes explications. Je l'ai accompagné en esprit, mais je ne peux pas donner trop de détails, voilà. Oui, tout à fait. Souvenez-vous, ce détail qui m'a interpellé moi dans votre 3e rêve, quand vous avez vu ce soleil levant, qui est le dernier, le 3e et dernier rêve. Oui. Vous avez cette sensation étonnante. Vous sembliez revenir de quelque part, d'où vous ne savez pas. C'est vrai, oui. Vous avez eu la sensation de revenir. Oui.
Donc ça veut dire que vous êtes allé quelque part faire quelque chose ou accompagner quelqu'un, oui. et vous êtes revenu, voilà, et il y avait ce soleil levant. C'est étonnant quand même comme mécanisme que votre cerveau a mis en place pour vous apporter des symboles forts finalement. Pierre Mathias, est-ce qu'on peut dire que là, bon, même s'il n'y a pas grand phénomène de prémonition, puisque Marie nous a dit que elle ne savait absolument pas quand, quel jour son grand-père allait partir, est-ce qu'on peut dire qu'il y a quand même de l'intuition, de la prémonition, une sorte de phénomène de voyance, je ne sais pas, qui a déclenché, provoqué ces trois rêves? On aurait bien tendance à dire qu'il y a eu effectivement quelque chose. Voyance, prémonition, télépathie. Ouais. C'est difficile à définir. Je repense au livre d'Hélène Renard que vous avez cité, où elle décrivait que c'était trois rêves qui étaient faits couramment, enfin qui du moins revenaient assez fréquemment, on va dire. À l'agonisant pendant cette période d'agonie. Oui. Donc on peut peut-être imaginer que votre grand-père a fait ce parcours d'une manière ou d'une autre, ce parcours des trois rêves, plus ou moins formulé en rêve ou autre chose, je saurais pas le dire, que vous ayez ressenti aussi ce parcours intérieur de votre grand-père au moment où il allait partir. Où lui le vivait, quoi. Où lui le vivait. Ouais. Donc il y avait une espèce de communication comme ça, d'empathie, une sorte d'empathie, oui. De Marie vis-à-vis de son grand-père et du grand-père vers Marie, puisqu'il y avait un lien affectif très fort entre les deux. Forcément, ce genre de situation se rencontre entre deux êtres qui ont de très fortes relations affectives. Oui, donc on en revient finalement à ce que je vous disais peut-être, à ce que je vous disais tout à l'heure, c'est vraiment un accompagnement dans le visible et l'invisible. Vraiment, ça donne vraiment cette impression, cette sensation d'accompagnement finalement avec vous qui était l'être cher finalement, l'être préféré de la famille. Oui, il y a eu d'autres, évidemment, il y a eu d'autres morts dans la famille, comme dans toutes les familles. Bien sûr, oui. Mais il y en a eu une avant. Il y en a eu qui m'ont touchée quand même. Il y en a eu deux autres après, celle de mes parents. Ouais. Mais aucune mort des autres personnes de ma famille. Pour aucune mort, il ne s'est passé des choses aussi étranges. Oui. Pierre. Oui, c'est le moment, c'est la production de ce type de situation qui est assez aléatoire, assez incompréhensible. Ça se produit une fois, ça se produit pas forcément plusieurs fois. Il y a un certain nombre de conditions qui se mettent en place. On ne saura pas définir avec précision pourquoi ça va se produire à tel moment, ou pourquoi ça ne va pas se produire à tel autre moment, ou pourquoi tout simplement on ne va pas en avoir, on ne va pas le conscientiser, l'amener à la conscience. Il n'y a pas de rapport de niveau de qualité, je dirais. C'est à ce moment-là, il y a eu les conditions nécessaires et requises pour que... Pourquoi, comment, on ne sait pas. Pourquoi, on ne sait pas. Ouais. Et alors, vous en êtes ressorti comment? Parce que ça doit transformer quand même quelque part ce genre de vécu, Marie. J'y ai souvent pensé, mais oui, j'y ai souvent pensé. J'ai fait d'autres rêves ensuite. J'ai rêvé mon grand-père. Il y a d'autres choses qui se sont passées. On ne va pas recommencer une émission. Mais je veux dire que justement, j'ai l'impression d'avoir une relation étonnante avec cette personne de ma famille. Voilà. Oui, plus forte que avec toutes les autres. Pourquoi? C'est comme ça, tout simplement, quoi. Oui. Et il vous est apparu en rêve après? Oui. Mais un rêve qui vous a marqué comme ces trois-là, ou des rêves que je qualifierais de plus classiques, quoi, vraiment? Non, mais je n'avais pas trop envie d'en parler parce que je l'assimile à des rêves plus c'est plus banal, il me semble, c'est plus courant, mais c'est vrai qu'après sa mort, je l'ai rêvé, et je l'ai rêvé dans une situation bien précise, c'est que j'ai eu un second enfant,
l'impression qu'il est venu après la naissance de mon second enfant. Ouais. Et j'étais très étonnée parce que mon enfant avait les yeux bleus et que le père et moi-même n'avons pas les yeux bleus. Et j'ai rêvé mon grand-père qui était venu me dire qu'il y avait une personne dans la famille de son côté qui avait les yeux bleus. Et après le rêve, lorsque je me suis réveillée, je me suis dit, mais bon sang, mais c'est bien sûr, il y avait cette personne qui avait les yeux bleus. Voilà. Ah, c'est joli ça, oui. Et voyez, mais je veux pas trop, je voudrais pas apparaître... J'ai fait ce rêve aussi, oui. Ouais. Pierre? Oui, je ne voudrais pas casser quelque chose de joli, mais bon, là c'est moins évident, en tout cas au niveau, au niveau relationnel, je dirais, avec le grand-père. Bon, quelqu'un d'autre, si un enfant naît avec les yeux bleus, ça veut dire que nécessairement quelque part dans la famille, il y a eu d'autres yeux bleus. Il y a des gènes, oui, bien sûr. Il y a des gènes. Voilà, ça revient plus ou moins fréquemment, ça revient selon l'arbre généalogique. Bon, ici, en particulier, pour rester technique, on revient sur le terre-à-terre, pour rester technique, je dirais que je ne verrais pas nécessairement quelque chose de l'ordre du paranormal dans ce rêve. En tout cas, Marie, merci vraiment beaucoup de nous avoir confié ces 3 rêves très beaux, pleins de sens, pleins de symboles, pleins de poésie, vraiment, plein d'humanité. Ces 3 rêves qui ont fait que, eh bien, vous avez accompagné votre grand-père dans ce dernier voyage que nous vivrons tous un jour ou l'autre, de toute façon. Hein, ça, c'est dès qu'on est, on se met dans la file d'attente, et c'est la seule file d'attente où on laisse passer volontiers les autres. Oui, bien sûr. Merci beaucoup, Marie, en tout cas. Je vous en prie. C'était vraiment très agréable de discuter avec vous. À très bientôt. Merci, au revoir. Au revoir. 0826 300 300, dans quelques minutes d'autres témoignages, notamment un témoignage de Georgette qui va nous demander un conseil parce qu'elle a reçu un courrier d'une voyante de Genève. Nous en parlions justement tout à l'heure, donc Georgette nous en dira plus. J'espère que, Georgette, si vous m'écoutez, que vous avez cette lettre entre les mains pour pouvoir nous donner de plus amples détails que vous n'avez pas jetés. Envoyez-la nous même si c'est possible, on en parlera tout à l'heure. Mais juste après cette pause, Pancho va venir nous rejoindre. Rappelez-vous, Pancho est intervenu dans Les Aventuriers de l'étrange pour nous parler de chamanisme, puisqu'il a été initié lui-même au chamanisme mexicain, et il va nous parler de la Vierge de Guadeloupe, et puisque du côté de Martel, dans le Lot, où il réside, où il a son Reptiland, eh bien il va se passer quelque chose samedi et dimanche prochain. Et puis il nous parlera également de l'origine du nom de la Vierge de Guadeloupe. Pourquoi Vierge de Guadeloupe au Mexique? C'est quand même, avouez que c'est quand même assez étonnant. Toutes ces réponses avec Pancho dans quelques instants dans Les Aventuriers de l'étrange. Les Aventuriers de l'étrange, avec Louis Bénédy sur Sud Radio. Alors, parmi les personnages étranges qu'il m'ait été donné dans cette carrière de rencontrer, en voilà un qui est bien étrange. Il parle le crocodile, il a un reptiland, il adore les serpents alors qu'il en avait une phobie lorsqu'il était jeune. Il a un reptiland à Martel dans le Lot. Non content de tout cela, il est chanteur mexicain en plus, et il se permet de remporter des médailles d'or à des concours de chant prestigieux au Mexique devant des Mexicains. El Charro Frances, comme ça qu'il l'appelle là-bas. Il a une tequila qui porte son nom, s'il vous plaît, au Mexique, respect. Et en plus, il a été initié au chamanisme. Je crois que, grosso modo, j'ai fait le tour. Pancho, bonsoir. Oui, à peu près, bonsoir, ça va bien? Ça va très bien, et toi? Oh, c'est impressionnant. J'ai bien résumé ta vie, là, en quelques mots, à peu près. Et c'est pas fini. Non, mais ce soir, je crois qu'on va porter plutôt sur la passion que je peux avoir pour cette Vierge mexicaine qui est la Vierge de Guadeloupe. Ouais. Et c'est vraiment très impressionnant. Moi, je vais assez souvent au Mexique et je ne manque pas d'aller dans la basilique pour voir ce fameux tilma, c'est-à-dire ce poncho sur lequel se trouve l'image de la Vierge. Et on va en parler un petit peu aujourd'hui. Ah oui, bien sûr, tout à fait. Alors, on va en parler d'abord à l'occasion d'un événement qui va se dérouler bientôt à Martel. Voilà, eh bien, il faut savoir que les apparitions de la Vierge de Guadeloupe pour l'année Juan Diego ont eu lieu le 9, 10, 11 et 12 décembre. Oui. Le pape a fixé la fête le pape Jean XXIII a canonisé Juan Diego et a précisé que le
jour où on devait fêter, honorer ce saint, était le 12 décembre. Le 9 décembre. Et pourquoi le 9 alors que la fête de la Guadalupe est le 12? Eh bien parce qu'il considère que c'est le premier jour où Juan Diego a vu le paradis. Mais comment peut-on voir le paradis au mois de décembre à Mexico à 2200 mètres d'altitude? Oui. Alors, rappelons très rapidement, parce qu'on en avait déjà parlé un petit peu, l'historique de ces apparitions. Oui, tout à fait. On est donc en 1531 et sur un poncho qui n'est pas un poncho en lin, hein, attention, c'est un poncho en fibre de cactus. Oui, qui aurait dû être détruit depuis très longtemps. C'est pas facile. Oui, tout à fait. D'ailleurs, on peut voir à travers. Et puis, ce qui est surtout de formidable, c'est que on a essayé de retisser le même poncho, le même sarapé, le même tilma, et en 15 ans, ça s'est complètement détruit. Donc c'est totalement périssable. Ça ne peut pas durer dans le temps, ce matériau. Eh bien, ça fait quand même depuis 475 ans que le tilma de Juan Diego est exposé et qu'il n'a aucun problème. Oui, et qu'il est toujours intact avec cette image. Avec cette image. Alors, cette image imprimée, peinte, on ne sait pas, mais dessus, qui représente la Vierge. Eh bien, cet Indien rentre de chez lui. Il est converti déjà, attention, hein, puisque il y a une dizaine d'années déjà que les Espagnols sont arrivés, il a été converti. Mais il marche, et d'un seul coup, le 9 décembre, il traverse une petite colline qui s'appelle le Tepeyac, et il s'entend appeler en nahuatl, c'est-à-dire la langue indienne qu'il parle lui, il ne parle pas espagnol, Juan Dieguito Tonantzin, mon petit indien, c'est moi. Alors il se demande où est cette voix, il monte un peu sur la colline et il aperçoit une très belle dame, tout auréolée de blanc, qui lui dit surtout n'aie pas peur, je suis la mère du Dieu que tu dois honorer, etc. Et je vais te demander d'aller voir l'archevêque Zumarraga à Mexico et lui demander de construire ici ma casita sagrada, ma petite maison sacrée, pour qu'en ce lieu viennent les gens pour me prier et que je puisse intercéder en leur faveur et les aider dans leur vie quotidienne. L'Indien, merci madame, il va voir l'évêque, il est reçu une première fois par l'évêque, il dit oui bon enfin c'est gentil, etc. Il se fait jeter. Il y va, il retourne et il voit à nouveau la dame qui dit mais tu y as pas, si je suis allé, mais m'ont demandé d'autres preuves, etc. Retourne-y. Il y va, mais cette fois-ci les gardes ne veulent pas le laisser rentrer. Alors il s'en va, il fait un détour quand il doit repasser parce que il doit repasser par le Tepeyac pour aller chez lui et pour aller en particulier voir son oncle qui est mourant. Et il fait un détour pour se dire, il ne faut pas que je retombe sur la dame parce que je n'ai pas pu faire sa commission. Et là-dessus, elle lui dit, elle est là, elle est de l'autre côté, elle l'attend comme si son manège n'avait servi à rien. Et elle lui dit, non, t'as pas fait ce que j'ai dit. Oui, mais madame, ils ont dit que, puis vous m'en voudrez pas, mais j'ai vraiment pas le temps parce que mon oncle est mourant. Et elle lui dit, ton oncle est guéri. Et puis, si tu veux donc une preuve, tu vas monter tout en haut du Tepeyac, et tu vas trouver des roses au mois de décembre. Oui. Des roses de Castille. Des roses très parfumées au mois de décembre. Ah bon? Tu les mettras dans ton tilma, dans ton salapé, tu les caches bien, tu vas voir l'archevêque, et là tu verras que cette fois-ci il va te recevoir. Et ça sera la preuve. Bon, il y va. Il arrive à la porte de l'archevêché, les gardes ne veulent pas le laisser rentrer. Il dit oui mais j'ai quelque chose à l'intérieur. Ils essayent de passer la main dans le tilma pour voir et les gardes racontent eux-mêmes qu'au moment où ils touchaient une fleur, la fleur se désintégrait et s'incorporait au tissu. Bon. Finalement on le laisse rentrer, il voit l'archevêque et il lui dit la dame m'a dit que la preuve c'était ça. Il laisse tomber, il ouvre son tilma, il laisse tomber les roses qui tombent au sol et au bout de quelques secondes, on voit apparaître l'image de la Vierge telle qu'on la voit actuellement sur le tilma qui est dans la basilique de Guadalupe. Ce qui m'a semblé curieux, on reviendra tout à l'heure dessus, c'est que d'abord il y a plusieurs choses. On ne peut pas peindre là-dessus. Ça c'est une première chose. Deuxièmement, j'ai expliqué aussi que le tissu même de la tilma devait se défaire. Troisièmement, quand on s'approche du tilma, l'image disparaît. On ne la voit bien que de loin. Et là, cette fois-ci, attention, accrochez-vous, mes enfants, car voici plusieurs expériences qui ont été faites. D'abord, en 19
image d'un homme barbu dans la pupille droite de la Vierge. Et Dieu sait si la pupille droite est petite, hein, quand on connaît. Voilà. La gauche, 8 mm. Oui. Alors, on a travaillé, depuis 1860, on connaissait 3 images qui s'appellent les images de Purkinje-Sanson, et qui sont, la première, le reflet sur la cornée. Quand on regarde quelqu'un, on a une image qu'on voit sur la cornée. Les 2 autres sont les reflets sur le cristallin, sur l'avant du cristallin, et l'autre sur l'arrière, et la dernière étant inversée, ce qui est logique, hein. Oui. C'est une loi d'optique. Et un ophtalmologiste qui s'appelle Trujillo Lavoignet a découvert les 3 images de Purkinje-Sanson dans l'œil droit, et la première décentrée, la première image, dans l'œil gauche, comme on l'observe dans les yeux d'une personne vivante. Oui. Bon. En 1979, il y a Callan et Smith qui font des examens au microscope et avec des infrarouges et un ophtalmoscope. Et ils mettent en évidence l'iridescence des yeux. Et surtout, ils découvrent que l'iris se contracte à la lumière d'un instant à l'autre. Au secours, hein. Bon. Oui. José Ast, parce que là, j'ai vraiment peaufiné le truc. José Ast étudie au microscope et à l'ordinateur avec les mêmes techniques employées par la NASA actuellement pour traiter les images de Mars qui ont été ramenées par Vagabundo. Oui. Bon, les images qu'on a vues actuellement, bien, elles sont traitées par Vagabundo, traitées à l'ordinateur. On fait 27 778 quadrilatères par millimètre carré. Okay. 27 778 quadrilatères. C'est énorme, oui. Bien sûr, on a grandi le tout. Évidemment. Eh bien, on a découvert les images rétiniennes. Et alors, j'en ai une image là sous les yeux. C'est assez impressionnant. Parce que il y a un Indien à gauche, accroupi. Sumarraga, qui est chauve, et ça on l'a su plus tard, est barbu. Ensuite, un traducteur. Et puis ensuite, une famille indienne qui est devant. Et Juan Diego en train d'ouvrir la tilma. Mais, allez-vous me dire, mes enfants, et pourquoi voit-on Juan Diego alors qu'il est censé porter le tissu? Oui. Eh bien, en fait, on a trouvé que le champ de vision d'une personne qui se trouverait à 3 mètres en arrière couvrirait cette scène. C'est-à-dire que la Vierge dématérialisée, si vous voulez, aurait été présente à ce moment-là. Elle aurait vu cette chose-là qui serait imprimée dans ces images de Purkinje-Sanson et elle se serait incorporée sur le tilma. Quand je dis incorporée sur le tilma, c'est faux, car on peut passer un laser tangentiellement et l'image, en fait, est suspendue à 3/10 de millimètre du tissu. C'est-à-dire que l'image n'est pas collée au tissu? Elle n'est pas collée sur le tissu, elle est à 3/10 de millimètre du tissu. On passe un laser entre le tissu lui-même et l'image. Non. Je continue. Ah, jamais je continue. Hein. Ah oui. T'en veux en avoir. Hein. Bon, on est cette fois-ci en 1760. On décide, parce que ça fait beau, on ignorait les images de la Vierge, etc., mais on voulait lui faire plaisir, donc on peint en 1760 2 angelots en haut et à gauche et à droite du tableau. Oui. Eh bien, ils sont disparus en 30 jours. Complètement. Là, c'était avec de la peinture. Ça ne peut pas bien tenir là-dessus. Disparu en 30 jours. En 1791, en nettoyant le cadre, un ébéniste fait tomber de l'acide muriatique, c'est-à-dire le mélange d'acide citrique et d'acide chlorhydrique. En haut et à gauche du tilma, un trou de 10 cm. Un mois plus tard, le tissu était reformé. Attention, on continue. Le tilma conserve toujours la température du corps humain, c'est-à-dire 36 degrés 7. En 1921, un anarchiste dépose une bombe dans un bouquet de fleurs au pied du tableau. Boum, ça explose, ça détruit tout autour, sauf le tilma dont même l'entourage de verre n'est pas cassé. D'accord. Et en 1980, Antonio Rojas découvre que les étoiles qui sont sur le manteau, on en avait parlé dans l'autre émission, oui, c'est exact, correspondent au ciel, mais alors surtout, attention, pas n'importe quel ciel, la position des étoiles au solstice d'hiver du 12 décembre 1531, et pas un autre. C'est-à-dire là où elle est apparue. Quoi. Voilà. Ouais, le jour où elle est apparue. Attention, on continue. La Vierge est enceinte. Ça fait bizarre de dire la Vierge est enceinte, mais enfin, de toute façon, elle était vierge. Oui, pour la conception, mais elle a quand même mis au monde un bébé. Hein, voilà. Bon, d'accord. Eh bien, elle est enceinte pour quelle raison? Parce qu'elle a une double ceinture sur elle, et cette double ceinture était
une ceinture un peu en dessous, pour bien maintenir le bébé. Oui. Et là, un médecin a enregistré sur le ventre des battements de 115 à 120 pulsations, ce qui correspond au rythme cardiaque d'un fœtus. Mais comment ça aurait enregistré sur le ventre? Il a posé le stéthoscope sur le ventre et on a des battements cardiaques. Non. Ah oui, moi je ne l'ai pas fait moi, mais je précise que toutes ces choses-là sont vérifiées, authentifiées et que le pape, les différents papes qui se sont succédés, parce que ça n'a pas été simplement Jean XXIII n'a fait que béatifier Juan Diego. Et auparavant, tous les papes se sont penchés sur cette fameuse image. J'imagine, bien sûr. Et on dit que c'est quelque chose de fantastique. Bon. Alors voilà un petit peu tout ce qui fait les mystères. Parce qu'en définitive, quand on regarde le sensuaire, je ne veux pas dire qu'on en a vite fait le tour, mais on a pu démontrer scientifiquement qu'il y avait des erreurs flagrantes, que c'était probablement non pas une reconstitution, non pas une peinture, mais probablement un corps qui avait été mis à cet endroit-là un peu plus tard, etc., etc. Donc, quid de la véracité du sensuaire? Certains y croient, certains n'y croient pas. Mais là, en tout cas, pour ce qui est du tilma de la Vierge de Guadeloupe, là, personne n'a pu, jusqu'à présent, démontrer le contraire. Pancho, une pause et on se retrouve dans quelques instants pour continuer cette conversation passionnante concernant la Vierge. Dans la deuxième partie, on va parler de l'origine de Guadeloupe. Voilà, alors j'ai un petit message pour vous de la part de un petit SMS qui est arrivé. Je vous rappelle que vous pouvez nous envoyer des SMS. Ils arrivent. 2 SMS tout à fait intéressants sont arrivés sur mon moniteur, sur l'écran de l'ordinateur juste à côté de moi. Un premier vous est directement adressé, Pancho, de la part de Monique de Nîmes, qui vous passe le bonsoir car vous lui avez envoyé une photo de la Vierge de Guadeloupe et elle vous a envoyé un dessin. Donc voilà, c'était ce petit SMS de Monique. Là-dessus, Louis, je ne sais pas si on se tutoie. On se tutoie. On se tutoie, Pancho. Bon, je veux dire qu'à la suite de l'émission, j'ai eu énormément, mais alors un courrier vraiment impressionnant, à tel point que j'étais obligé de faire éditer des photos de la Vierge de Guadeloupe. C'est vrai. Et envoyé à tous les auditeurs qui me l'avaient demandé. C'est sympa, Pancho. Voilà. Alors, ça c'est donc pour toi, Pancho, c'est fait. Et puis ensuite, nous avons Lolo de 30 ans qui nous a envoyé un SMS. J'en parlerai plus en détail tout à l'heure, Laurent, de ce SMS et de ce que vous avez vécu. Mais ce qui serait bien, c'est que vous nous envoyiez un SMS avec vos coordonnées téléphoniques pour que l'on puisse parler en détail dans cette émission-ci ou peut-être dans une autre de ce que vous avez vécu, parce que ça semble tout à fait intéressant. En tout cas, notre répondeur et notre standardiste Morad sont à votre disposition. Vous pouvez appeler jusqu'à minuit au 0826 300 300. On revient sur ce dossier de la Vierge de Guadeloupe avec Pancho dans quelques instants. Les aventuriers de l'étrange avec Louis Bénédy sur Sud Radio. En compagnie de Pancho dans Les Aventuriers de l'étrange pour parler de la Vierge de Guadeloupe, et qui est un dossier extraordinairement complexe et passionnant, évidemment, vous l'avez compris. Alors, Pancho, tu t'es penché sur l'origine de ce nom tout à fait étonnant, la Vierge de Guadeloupe. Et c'est quand même étonnant. Pourquoi Guadeloupe? Nous, on connaît Guadeloupe, on connaît l'île de Guadeloupe. De Guadeloupe. Mais pourquoi Guadeloupe? Alors, il faut savoir que quand la Vierge, les 4 fois, s'est adressée à Juan Diego, elle lui a jamais dit le mot Guadeloupe. Mais par contre, elle l'a dit à son oncle. Et son oncle, qui était mourant, elle l'a littéralement ressuscité. Il a vu cette apparition de la Vierge et elle lui a dit « Je suis la Vierge de Guadeloupe et le fait que tu sois guéri veut authentifier ce que fait ton neveu auprès de l'évêque et qu'il fasse cette maison, la Casita Sagrada, et qui lui donne le nom de Vierge de Guadeloupe. » Bon, mais pour quelle raison? Est-ce qu'il y avait une Vierge de Guadeloupe? Et où est-ce que c'était auparavant? Eh bien voilà. Oubliez que c'est une Vierge enceinte, et qui se dit, s'appelait Guadeloupe. Elle est foncée, elle est noire, apparemment. Alors qu'est-ce qui se passe? Eh bien, au 1er siècle de la chrétienté, Luc, celui qui deviendra l'évangéliste Saint Luc, accompagne Paul, le disciple du Christ, dans ses voyages en Moyen-Orient, puis il l'accompagne à Rome, où il assiste au martyre et à la décapitation de Paul. Il repart évangéliser au Moyen-Orient, et il meurt là-bas, et il a été enterré à Achaïa, en Asie mineure, avec une statuette de la Vierge qu'il suivait tout le temps. Au IVe
ramena la statue à Rome. Alors, Grégoire, on le connaît parce que c'est les chants grégoriens, c'est le calendrier grégorien, c'est lui. Hein. Ouais. Il est devenu pape à son tour, sous le nom de Grégoire le Grand. Et il avait toujours la statue dans son oratoire, à Rome. Lors d'une épidémie de peste, la statue est promenée en procession et elle fait apparaître un ange muni d'un glaive. Il essuie son glaive sur sa tunique et il se rentre dans la façade d'un château. Et ce château, c'est le fameux Castello San Angelo que l'on trouve à Rome. Et la peste disparut. À la mort de Grégoire, son frère, qui s'appelle Isidro, offre la statue à Leandro, archevêque de Séville. Une terrible tempête faillit engloutir le bateau, la Vierge intervient, les eaux se calment, la statue est installée dans l'église principale de Séville, et tout se passe bien. On vient la prier, la Vierge de Guadalupe, la Vierge Marie, elle ne s'appelle pas Guadalupe. Ouais. Mais en 711, que se passe-t-il, mon brave homme, en 711 ? Tu vas me dire, l'invasion mauresque qui déferle sur l'Andalousie. C'est ce que j'allais dire. Je savais que tu allais le dire. Bon, et en 714, les moines, n'en pouvant plus de cette pression, emportent la statue pour la cacher avec des documents importants et l'enterrent à l'est de la grande ville de Cáceres, en Extrémadure. Près d'un rio qui s'appelle comment ? Eh bien, les morts qui sont déjà arrivés là-bas l'appellent Oued al-Louben, qui veut dire la rivière cachée en arabe. Oued al-Louben, Oued al-Loup, Oued al-Loup, Guadeloupe. D'accord. Et les témoins disparurent sans dire, et on ne sut plus jamais rien de ce fameux endroit. Mais, en 1251, un vacher du nom de Gilles Cordero constate la mort d'une de ses vaches. Elle est un peu morte depuis longtemps quand même, donc il ne peut pas manger la viande. Il la dépaisse pour garder au moins le cuir. Oui. Il trace une croix avec son poignard sur la peau de la vache, et à ce moment-là, paf ! Qu'est-ce qu'il voit ? La vache ressuscite. Et une dame arrive à côté de lui, en lui disant, remets la vache avec ton troupeau, et à l'endroit où se trouvait la vache, tu vas dire à l'évêque qui vienne, au clergé du moins qui vienne, ils vont creuser et ils vont trouver mon image. Et il faut qu'on fasse ma maison à cet endroit-là. Attention, on est bien antérieur à l'apparition de la Vierge de Guadalupe. Oui, tout à fait. Oui, mais c'est le même processus. Il faut qu'on installe ma maison à cet endroit-là. Oui. Bon, et lui, il a récupéré une vache, il est tout content, il va voir le clergé, venez vite, etc. L'endroit, on le sait précis, on creuse à cet endroit-là et on tombe sur la fameuse statuette qui est une Vierge noire avec un enfant Jésus et des documents. D'accord. Alors, la fameuse statuette de Luc. Oui. Alors, en 1338, le roi Alphonse XI commande des tableaux représentant l'apparition et fait construire un monastère immense. J'ai des photos de ce monastère. Guadeloupe, c'est un tout petit village, c'est tout petit. Mais c'est un immense château qui est au milieu, qui écrase tout, c'est le monastère. Pour abriter la statue qui pèse 4 kilos et qui mesure 55 cm. Ah oui, qui est tout petite, effectivement. Le sanctuaire, et ça devient bigrement intéressant, devint un pèlerinage très connu au Moyen-Âge, et Christophe Colomb y vint par 2 fois en pèlerinage. Et en 1495, quand il a ramené dans son deuxième voyage des Indiens Taïnos, il les a fait baptiser au monastère de Guadalupe. D'accord. Et sur l'étendard de Cortés, lorsqu'il a conquis le Mexique, qu'est-ce qu'il y avait ? La Vierge de Guadalupe. D'accord. Alors, simplement pour signaler une chose qui est quand même bizarre, Juan Diego est mort à 74 ans, le 9 décembre 1548, 17 ans après la première apparition. Zumarraga, l'évêque, est mort à 73 ans, le 12 décembre, c'est-à-dire de la même année, 17 ans après l'apparition sur l'image de l'image sur le tilma. Et le pape Jean XXIII donc, a béatifié Juan Diego le 31 juillet 2002, et il a fixé la Saint Juan Diego au 9 décembre. Au 9 décembre. Alors voilà tous ces éléments. Alors je sais, il y a quand même quelque chose qui est flagrant. On a quand même des Espagnols qui connaissent la Vierge de Guadalupe, qui arrivent au Mexique, il faut conquérir. Le grand conquistador Cortés porte l'image de la Vierge de Guadalupe sur lui, sur son étendard. Colomb avait fait baptiser dans le sanctuaire de la Vierge de Guadalupe, et c'est cette Vierge qui va se manifester. Moi, ce qui m'intéresse au plus haut point là-dedans, c'est que il y a 2 phrases. La première, c'est une phrase de la Vierge qui dit « Tengo la tez morena pero hermosa como las
muchachas de Jerusalén, como las tiendas de Kedar, como los pabellones de Salomón. No os fiéis en mi tez oscura, que es el sol que me ha bronceado. J'ai la peau brune mais belle, comme celle des filles de Jérusalem, comme les échoppes de Kedar, je sais pas où Kedar, c'est une ville sûrement du coin, hein, comme les étendards de Salomon. Ne portez pas attention à mon teint foncé, c'est que le soleil a brûlé ma peau. Et c'est de chapitre 1, vers 5 et 6 du Cantique des Cantiques. D'accord. Et elle dit à Juan Diego, no estoy yo aquí, que soy tu madre. Alors, elle le dit en nahuatl, mais je le traduis en espagnol, hein, je le traduis en français. Ne suis-je pas ici, moi qui suis ta mère? N'es-tu pas sous ma coupe? Ne suis-je pas ton salut? Par hasard, n'es-tu pas bien dans mon giron? De quoi d'autre as-tu besoin? Que rien ne t'afflige ni ne t'inquiète. Et alors, Colomb, en novembre 93, il a donné le nom de Guadeloupe à un de nos départements, parce qu'il avait fait le pèlerinage. Quand cette Vierge qui est apparue à Juan Diego et à Bernardino, la Vierge a voulu surtout unir, à mon avis, des continents et des cultures, parce qu'elle est noire, indienne, mais apparue au préalable en Espagne, avec la peau foncée des filles de Jérusalem. Et alors, il n'y a pas qu'à Mexico qui a ces sanctuaires. C'est là où se trouve le tilma. Il faut quand même savoir que en Espagne, il y a Murcia, Rianxo, il y a Gabellar. En Bolivie, il y a Sucre, Misque. En Colombie, il y a Pascuamo, Nespana, au Pérou, Balsas, Nazca et Ayquina. Il y a Quito en Équateur et il y a Santa Fe de Bogotá en Colombie. Et à Basse-Terre et Pointe-à-Pitre aux Antilles, il y a également des chapelles de la oui, effectivement. Oui. Voilà. Magnifique rappel de ce dossier qui est passionnant et puis surtout belle trouvaille que celle de l'origine de ce nom qui interpelle, c'est vrai, dès le début de la Vierge de Guadeloupe. Moi, depuis pas mal de temps, ça me chatouillait de me dire, enfin, pourquoi Guadeloupe? Ça n'a rien à voir avec le nahuatl, c'est pas un mot d'un ancien mexicain. Pourquoi Guadeloupe? Pourquoi l'île s'appelle Guadeloupe? Alors, j'étais vraiment content de pouvoir retrouver tout ça et d'en faire part à nos auditeurs et aux auditrices, et en les invitant également cette semaine, enfin la semaine qui va venir, puisque le samedi 9, l'évêque de Cahors viendra en visite, non pas pour voir la Vierge de Guadeloupe elle-même apparaître, quoi qu'on ne sait jamais, mais il viendra en tout cas voir la Vierge de Guadeloupe qui est dans l'église de Martel, qui a été peinte par Carlos Terres. Mais le dimanche, alors là on donne rendez-vous à tous les gens qui veulent voir ces choses-là, le dimanche 10 à 11h dans l'église de Martel, il y aura une messe chantée de la Vierge de Guadeloupe. Avec la messe sera dite avec exactement les répons, puisque ça s'appelle des répons, que l'on fait mais en espagnol en temps normal, mais là qu'on fera en français, de la Vierge de Guadeloupe qui sera célébrée dans toutes les églises mexicaines et également dans la cathédrale de Paris, à Notre-Dame. Mais il y aura également, à l'issue de cette messe, une petite conversation sur les apparitions, et à 16h dans l'église tout à fait médiévale, absolument superbe, de Creis, qui est un petit village qui se trouve à côté, qui est absolument une église, c'est une église romane, absolument superbe, eh bien, l'évêque sera là et on aura une communication un peu plus détaillée sur tout ce que j'ai déjà expliqué ici sur cette antenne. Pancho, tu restes avec nous, une autre pause et on reviendra un petit peu plus en détail donc sur le programme de cette journée, dire où est-ce qu'on doit s'adresser pour avoir des informations, bien entendu. Et puis, je te poserai une ou deux questions si tu as des nouvelles des chamans que tu avais reçus et dont tu nous as parlé. J'espère qu'ils vont bien. Tu nous donneras quelques nouvelles de ces gens-là tout à fait intéressants à rencontrer. Absolument, Louis. À tout de suite. À tout de suite. Les aventuriers de l'étrange, avec Louis Bénédy sur Sud Radio. En compagnie de Pierre Macias qui est avec moi en studio et Pancho qui est avec nous en direct au téléphone depuis Martel dans le Lot où il a son Reptiland qui est un lieu vraiment magnifique que je vous recommande à visiter et également même tout à côté du Reptiland vous allez pouvoir découvrir un autre lieu magique mais concernant les orchidées. C'est un lieu qui s'appelle les Orchidées de Vincent, c'est le fils de Pancho qui a des orchidées absolument magnifiques. Elles se portent bien ces orchidées, Pancho? Tout à fait. Et puis il les soigne avec passion. Ah oui, je sais. Oui. Et pour les fêtes de Noël, il en a toujours en vente en ce moment des superbes, absolument très belles.
Elles sont magnifiques. Alors, Pancho, revenons sur donc les festivités, enfin la célébration, si j'ose dire. C'est dimanche que ça va se dérouler, c'est ça? Le dimanche 10 à 11h dans l'église de Martel. En Martel, c'est facile. On prend le A20, on sort à Souillac, et puis Martel est à une dizaine de kilomètres. Oui. C'est une jolie ville médiévale. En plus, on peut en profiter pour faire de très belles photos. Passer un bon petit dimanche. D'accord. Et alors 11h, donc la messe. Voilà. Ensuite, donc une petite causerie sur la Vierge de Guadeloupe. D'accord. Et à 16h, en présence de Monseigneur l'évêque de Monseigneur Turini, évêque de Cahors, eh bien, dans l'église de Creil, c'est pas très loin non plus, dans l'église de Creil, au bord d'un petit ruisseau absolument superbe, eh bien, on va faire un exposé un petit peu plus complet sur la Vierge de Guadeloupe. Très bien. Pas besoin de réserver, j'imagine. Il non, suffit éventuellement, on peut téléphoner. Donc, le numéro de portable ou le numéro de Reptiland. Le numéro de Reptiland, à ce moment-là, directement. Le numéro de Reptiland, c'est plus simple. 05 65 37 41 00. Voilà, je le répète, 05 65 37 41 00. Si vous voulez même discuter avec Pancho, allez voir son Reptiland ou avoir des renseignements sur cette journée. Donc 05 65 37 41 00, parce qu'il faut savoir que c'est toi qui es à l'initiative de ce genre d'événement. Oui, parce qu'on a jumelé, en 2002, on a jumelé Tequila et Martel. C'est le premier jumelage d'une ville française avec une ville mexicaine. Et le grand peintre Carlos Thérèse, qui avait offert en 2002 un tableau superbe sur ce jumelage, a offert en 2003 une toile extraordinaire qui représente la Vierge de Guadeloupe et qui est dans l'église de Martel. Et à la suite de ça, on a décidé que chaque année, il y aurait une messe de la Vierge de Guadeloupe. Dis-moi, Pancho, une précision avant de clore ce dossier concernant la Vierge de Guadeloupe. Cette petite statuette, cette Madone, que Saint-Luc a chérie pendant toute sa vie et qui a connu après ce voyage extraordinaire que tu nous as décrit, elle est visible encore de nos jours? Elle est visible dans l'église, dans le monastère de Guadeloupe. C'est à l'est de Cáceres, c'est un monastère impressionnant, c'est très très bien. C'était rebâti par le monastère parce qu'il était tombé un peu en ruine, il avait été un petit peu abandonné. Ce sont les franciscains qui l'ont repris et qui ont vraiment fait un travail colossal pour le remettre tout à fait d'aplomb. C'est en Espagne, oui, c'est en Espagne. D'accord. Et c'est donc célébré là-bas le 8 septembre, la messe de la Vierge de Guadeloupe chez eux. D'accord. Pour conclure, Pancho, des nouvelles de tes frères chamans que tu as reçus il y a quelques années. Ah oui, alors là, pour moi, c'est vraiment quelque chose de très impressionnant. Ça paraît un petit peu anachronique de parler de la Vierge de Guadeloupe et de parler du chamanisme, mais pour moi, je crois que tout est uni, et c'est d'ailleurs le recteur de Rocamadour, le recteur du pèlerinage, qui a eu la plus belle phrase à ce sujet-là, parce que le chaman, le Maracame Huichol, qui est venu avec nous il y a 3 ans, a été à Rocamadour, et on a fait devant la Vierge Noire des rites qui sont en fait des rites totalement païens entre guillemets, des rites Huichol, des rites animistes, en priant devant cette Vierge. Et le recteur était là, et il a eu un mot, il a dit « J'aimerais que dans les yeux d'un dixième des fidèles qui viennent à Rocamadour, il y ait autant de foi que dans les yeux de cet homme. » C'est joli, Et je crois que en fait c'est ça, parce que peu importe, j'allais dire, l'origine, après tout, qui est-ce qui peut nous dire exactement, quand est-ce qu'on saura la vérité sur l'identité de Jésus-Christ, etc. Quand est-ce qu'on saura l'exactitude? Est-ce qu'on continue à se bagarrer pour l'islam ou pour la chrétienté, alors qu'en définitive, il s'agit du même Dieu au départ? Ce qui est important, c'est peut-être surtout que depuis des milliers d'années, eh bien, on continue à y croire, et que des gens, au moment de mourir, puisque tu en parlais tout à l'heure, eh bien, se disent c'est ma planche de salut, puis croient en ça. Et ça les aide peut-être d'une façon considérable à mourir et auparavant à vivre pour d'autres. Donc je crois que la foi est quelque chose d'absolument lié à la nature humaine,
Et qu'en définitive, c'est vrai que moi, je dois dire que très sincèrement que j'ai emmené pas mal de gens avec moi au Mexique et que là, à chaque fois quand on est rentré dans l'église de San Cristobal de las Casas, de San Juan Chamula, qui est une église qui n'a rien à voir avec les autres églises, et pas vraiment catholique. C'est une église où prient les Indiens. Bon, mais dans cette ferveur, on se sent transposé d'un seul coup dans un autre univers. On a l'impression qu'on touche plus terre et on est élevé par cette espèce d'ardeur, de foi qui s'exprime d'une façon qui nous paraît idiote si on la regarde au départ. Ils balancent des pétards et des fusées qui partent en l'air et on dit ils font la fête. Pas du tout. Ils communiquent avec leur Dieu. Et quand on a compris cette chose-là, on rentre vraiment là-dedans et on se sent transporté dans une foi qui n'a pas plus besoin d'une identité. On n'est pas là pour prier Mahomet ou pour prier Allah ou pour prier Dieu ou pour prier Jésus. On est là pour prier quelque chose de supérieur qui a fait que nous puissions être encore sur terre maintenant en dépit de toutes les bêtises qu'on peut faire. Oui, c'est vrai qu'on en fait pas mal. Et puis c'est pas fini, visiblement. C'est pas mal. Ah, on est pas mal ces temps-ci. Hein. Oui, là je dois dire. On est bien. En fait, ça n'a aucun rapport, mais j'ai reçu de nouveaux serpents qui sont d'une sagesse infinie. Et il y a en particulier un serpent qui m'impressionne beaucoup, qui est le Denachistrodon acutus. À tes souhaits. Oui, et qui est le serpent qui probablement envoie dans l'autre monde le maximum de personnes. Ah, sympa comme bestiole, oui. Oui, très sympa. Oui, il ressemble à quoi Un petit nez pointu, style Concorde. Oui. Mais beaucoup plus efficace. Oh, oui. Alors ça, c'est de mauvais goût, ça. Alors, ça... Ouais. Très, très efficace sûr de lui. On va mettre sûr de lui. Oui. Un animal impressionnant. Épais, long, court, comment enfin Très court, très coloré, avec de jolies couleurs. On a des bébés de serpents à sonnette qui sont nés, qui sont superbes. On a des bébés Trimeresurus, de fameux serpents minutes, qui sont, alors là, comme les petits sont encore plus petits, ça des serpents secondes, ça, qui sont merveilleux. On a de nouveaux cobras, de Melanoleuca, du cobra africain. Et puis on a les bébés caméléons qui sont adorables. Enfin, tout ça, c'est un monde de bébés qui est vraiment très mignon. Bien. Bon, voilà. Pancho, rappelons donc dimanche 10 à 11h, rendez-vous à l'église de Martel. Ouais. Dans l'actu de Pancho, il y a aussi un truc, en ce moment, il y a sur Equidia un film qui passe, qui s'appelle Le Charo français. Oui. Et qui est un documentaire de 27 minutes qu'a fait Jean-Marie David. Et bonne nouvelle, j'ai appris ça avant-hier, le film a été sélectionné pour des festivals du court-métrage. Bien, félicitations. Voilà. Félicitations. Bon, ça, c'est pas sur moi, c'est la qualité du réalisateur. Oui, mais ça tient aussi un petit peu à ce qu'il a filmé quand même, un peu. Un petit peu, oui. Parce que sinon... Bon, Pancho, donc, pour résumer, dimanche 10, rendez-vous à Martel, à l'église de Martel à 11h, et ensuite dans l'église de Creil, hein, c'est ça, je prononce bien? C-R-E-Y-2-S-E. Voilà. Creil à 16h. D'accord, Creil à 16h pour cette causerie qui reprendra point par point et peut-être un peu plus en détail tout ce que tu nous as cité sur d'extraordinaire, d'étrange. Les documents qui m'ont permis de compléter tout ça. Voilà, concernant la tilma sur laquelle est imprimée imprimée, on ne sait plus quoi dire, sur laquelle on voit la Vierge de Guadalupe. Il y aura les fameuses images rétiniennes que j'ai tirées. Tout à fait. Mais ce qui m'étonne vraiment, c'est que ce dessin, cette image, soit à 3/10 de millimètre du tissu lui-même, c'est-à-dire qu'elle ne touche pas le tissu. Ça, en revanche, pour qu'on puisse arriver à passer un laser, oui, c'est époustouflant. Vraiment. Bon, je rappelle le numéro de téléphone de ton Reptiland où l'on peut t'appeler pour avoir des renseignements concernant cette journée donc de célébration de la Vierge de Guadalupe dimanche prochain, et puis pour venir te voir et voir les orchidées de ton fils. Donc c'est le 05 65 37 41 00 05 65 37 41 00. Merci Pancho. Merci beaucoup Louis, bonne soirée. Bonne soirée. Bonjour aussi à ton invité que je n'ai pas salué, je suis très méchant. J'ai honte. Bonsoir Pancho. Bonsoir, désolé, mais j'étais parti un petit peu dans mon histoire et puis... C'était très bien. Voilà. Ne t'inquiète pas, à bientôt Pancho. À bientôt, au revoir. Au revoir. 0826 300 300, vous le savez, vous pouvez nous appeler là malheureusement plus
pour passer ce soir à l'antenne, mais en revanche, pourquoi pas demain soir à partir de 23h30, nous ouvrirons votre antenne au témoignage. Donc vous pouvez nous appeler et laisser un message sur notre répondeur 0826 300 300, le répondeur des aventuriers de l'étrange. Pierre Macias, un dossier concernant la Vierge de Guadeloupe qu'il faudra peut-être réouvrir d'ici quelques mois, tellement c'est passionnant. Et c'est une nouveauté que nous a annoncé Pancho qui, moi, m'ont scié. J'avoue que... Oui, il va falloir détailler tout ça, peut-être le mettre aussi en relation, en parallèle avec le sueur de Turin. Ouais. Enfin, il y a plein de choses à faire, oui, tout à fait. Qui me paraissent tout à fait intéressantes. C'est la nature de cette image, enfin bref, les pulsations cardiaques qui ont été enregistrées. C'est vraiment étonnant. Ça, alors là, c'est pour toi. Oui. Pourtant, on en a vu, mais là. Oui, c'est pas mal, oui. Là, on est dans le top 5, il est pas loin, celui-là. Il est bien. Bon, merci Pierre, en tout cas, de m'avoir accompagné dans cette aventure à nouveau. Et puis, dans quelques instants, je vous dirai le sommaire du rendez-vous de demain. Vous allez voir, ça va être passionnant. Sud Radio. Samedi et dimanche, 22h minuit. Louis Benedy, les aventuriers de l'étrange. Il est l'heure de nous quitter. Nous nous retrouverons bien entendu avec grand plaisir, en tout cas en ce qui me concerne vraiment, demain, dimanche, à partir de 22h jusqu'à minuit. Et alors, demain soir, je vais vous emmener loin sur une petite île qui a été découverte il y a fort longtemps. Les premiers occidentaux à avoir foulé le sable de cette île n'en croyaient pas leurs yeux lorsqu'ils sont arrivés. Ils ont vu des statues plantées, non pas face à la mer, mais dos à la mer, représentant des visages tout à fait étonnants, des statues qui pouvaient faire entre 1,5 tonne jusqu'à quinzaine de tonnes, des statues qui pouvaient aller de quelques mètres de haut à une vingtaine de mètres de haut. Ces statues ont pour nom des Moai. C'est comme ça qu'on les appelle, que les tribus ont dit qu'elles s'appelaient à ces explorateurs qui les ont découvertes. Vous l'avez compris, demain, je vous emmènerai à la découverte de l'île de Pâques. Alors, à quoi servaient ces statues? Comment ces hommes ont pu ériger des statues aussi immenses, lourdes, importantes, sans moyens mécaniques connus, évidemment. Et puis surtout, que représentent-elles, ces statues, qui sont des visages que l'on ne reconnaît pas dans la morphologie des tribus qui habitaient sur place? Est-ce que ça veut dire que d'autres sont arrivés par la mer de très très loin, d'autres grands navigateurs avant même que Christophe Colomb ne découvre l'Amérique? Voilà des questions tout à fait intéressantes. Et puis que deviennent ces statues et que deviennent les tribus qui ont érigé ces statues? Eh bien, nous en parlerons dans Les Aventuriers de l'étrange demain à partir de 22h. Merci à Mathieu qui signe la réalisation de cette émission, Morad qui était au standard, Pierre Macias qui m'aide à la construire. Et passez une bonne nuit à l'écoute des rediffs des émissions de Sud Radio et faites de beaux rêves pas trop étranges.